Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé du chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels. Nous avons sur le canapé Fred-Henri. Bonjour Fred-Henri. Bonjour. Nous avons Chloé Girardon. Je ne me suis pas trompé? Giraudon. Giraudon. Je me suis trompé, pardon. Je savais que je me tromperais. Hein. J'ai essayé de réviser juste avant, mais... C'est pas grave. Bonjour Chloé. Bonjour. Ravi de t'accueillir. Vous êtes tous les deux les membres les plus visibles, on va dire, de Monolith. Ouais. Peut-être avec Gilles aussi, qu'on croise Oui, très souvent oui, sur les oui, festivals. À qui on passe un petit coucou également, Gilles Plantin, avec qui on a souvent l'occasion de discuter, alors notamment sur des gros jeux de figurines, mais vous allez voir que dans ce canapé, on ne va pas parler que de gros jeux avec de belles figurines comme vous avez l'habitude d'en voir dans les jeux de Monolith, on va parler également d'autres jeux parce que vous êtes venus, alors notamment pour le jeu qui est juste derrière moi, Tower Up, et il n'y a pas de figurines, il y a du matériel quand même à l'intérieur, mais il n'y a pas de figurines de personnages, on va dire. Non. Ça, c'est une nouvelle ligne. On commence par ça, on commence par dire qu'il y a une ligne qui change un peu chez Monolith avec des types de jeux assez différents. Ça me fait particulièrement plaisir parce que je dois reconnaître que je suis un peu plus jeu de plateau que jeu de figurines, moi à la base. Donc vous êtes venu vous êtes venu pour... Ah, j'ai tout fait, hein. Je sais. Moi, je sais. j'étais un pledger de vos jeux, j'ai suivi. On a des spécialistes dans la chaîne qui sont absolument passionnés, d'ailleurs qui ont couru quand ils ont appris qu'il y avait du Monolith qui venait au chalet pour passer un bon moment avec vous. J'ai pledgé plein de trucs. Dans cette émission, on va avoir l'occasion de revenir sur l'histoire de Monolith. Une boîte qui a marqué, je crois qu'on peut le dire quand même très clairement, qui a marqué l'histoire du monde du jeu de société français, francophone, mais au-delà aussi, puisque vous avez accompagné de grandes tendances du jeu de société. Et on regardera, au-delà de cette histoire, votre catalogue actuel, les différents jeux qu'il y a à l'intérieur, les différentes directions que vous êtes en train de prendre, notamment avec ce Tower Up. On est au début de l'émission. Regardez tous les sujets parce que ça sera évidemment passionnant, on se doute bien que ça sera passionnant avec des invités de cette qualité, mais commençons par ce premier jeu pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent Tower Up. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle direction? Alors, Tower Up, c'est, comme Martin l'a dit, un jeu de plateau sans figurines, donc pas exactement ce qu'on a l'habitude de faire. Pas non plus le même public, puisqu'on va être sur un jeu très familial et très accessible. C'est tout simplement une direction supplémentaire, on va pas dire une nouvelle direction, puisqu'on continue évidemment, Fred vous en parlera mieux que moi, à faire des gros jeux de figurines via Kickstarter, mais en plus on lance effectivement une gamme de jeux beaucoup plus grand public, Oui. ce que nous on appelle Monolith Retail, à savoir qui sera distribué directement en boutique, et dont Tower Up est le premier qui sort le 11 octobre. Dans l'entité Monolith, il y a, tu m'as dit 7 personnes qui Alors, travaillent chez nous, on a Maintenant, 7 ouais. salariés et 2 dirigeants. Voilà. et 2 dirigeants, en plus des 7 salariés. En plus des 7 salariés. Tu es l'un des 2 dirigeants, le deuxième, C'est Marc Nunes. Marc qu'on connaît bien, pour avoir notamment fondé Asmodée. Toi, tu représentes plus particulièrement cette gamme de jeux? Oui, exactement. Moi, je suis arrivée il y a 1 an et demi, donc à peu près au moment où on a décidé de créer cette gamme de jeux famille, et effectivement, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Donc on te croise sur les salons, sur les Tout à festivals. fait. On te présente des jeux peut-être, tu as l'occasion d'en voir arriver, des prototypes. On me présente pas mal de jeux, oui. L'idée, comme on l'a dit, c'est de faire une gamme, donc Tower Up ne sera pas le seul. On a toutefois la volonté de faire très peu de jeux dans cette gamme. On va en sortir, on va dire grand maximum un par un, mais plutôt un tous les 18 mois. Et vraiment, on n'a pas envie d'avoir une liste d'attente de 5 ans comme Oui. certaines maisons d'édition aujourd'hui. Et nous, notre idée, c'est vraiment de faire peu de projets et de beaucoup les suivre. Donc oui, effectivement, on me propose des jeux, et souvent on dit non parce que comme on fait peu de projets, eh bien, on a la possibilité d'être très exigeant dans nos choix, effectivement. Je l'entends beaucoup, hein, ce discours-là, et à raison, c'est toujours un discours qui est authentique, je ne suis pas du tout en train de vous dire le contraire, mais par contre, il y a une vraie difficulté par rapport à ça, c'est que des fois, on vous présente des jeux qui vous plaisent, et même quand on n'a pas envie de remplir le planning, ça doit être dur de dire non. C'est très dur, mais voilà, on sait en plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de possibilités, et que même s'il y a des jeux qui nous plaisent beaucoup et qui, pour une raison X ou Y, ne rentrent pas soit dans notre planning, soit dans notre ligne éditoriale, eh bien, on aura la chance de les voir Oui.
potentiellement ailleurs. Donc c'est un petit peu moins crève-cœur de se dire qu'à un moment donné, même si nous on ne travaille pas dessus, on les verra et on pourra y jouer en tant que joueur et joueuse. Voilà. Ça doit être quelque chose de voir un jeu chez un concurrent d'une certaine manière en se disant on aurait pu le faire, c'est un petit peu un jeu que je l'avais en tête celui-là. C'est un peu triste quand on se dit on aurait beaucoup aimé et finalement ça n'a pas pu se faire et voilà, mais c'est le jeu aussi. C'était ton envie aussi, Fred, de pouvoir ouvrir Monolith sur des jeux retail, puisque Monolith Retail, donc c'est la nouvelle marque, c'est la marque qu'on va voir sur la boîte, elle est présente? Alors, il y a le petit logo Monolith qui est un poil différent du logo du KS, qui est juste ici. Ouais. Et qui est effectivement derrière la boîte également, là. Vous le direz pas. Donc, quelque chose où on a voulu effectivement garder, vous le verrez à l'écran, je pense, garder l'identité Monolith, la même forme, mais avec une direction qui est plutôt tout public, donc des nouvelles couleurs et des petites figurines un petit peu plus amusantes et sympas. C'était ton envie du coup? Non, alors très exactement, c'est l'envie de Marc, puisque quand Marc nous a rejoint... Je voulais pas. Non, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que moi je suis... mes goûts personnels me portaient davantage vers, en termes d'édition, vers les gros jeux Kickstarter avec ce que j'appelle des jeux à thème fort, des Ameritrash, faire des... Voilà, avec des figurines, des dés, jouer à la première personne par exemple. Moi j'adore jouer un personnage à la première personne. Tout ce qui, sans être du jeu de rôle, se rapproche un peu du jeu de rôle dans l'ambiance, on va dire les combats de jeu de rôle. Et d'ailleurs on va faire de plus en plus de jeux de rôle aussi, parce que voilà, moi, c'est aussi la chance, on va dire, que j'ai maintenant, c'est de pouvoir faire des trucs que j'aime particulièrement. Et donc c'est pour ça bien sûr on restera très fort, on va essayer d'être très fort sur Kickstarter, mais voilà, quand Marc est arrivé, il est venu, déjà il tenait absolument, il voulait faire ce jeu. On va vous faire l'historique de la construction de Monolith. On va revenir sur les différentes étapes, mais la dernière, c'est l'arrivée de Marc. Été là. C'est l'arrivée de Marc en gérant. À la gérance de Monolith, qui prend ma place. J'ai pas été évincé, c'est très important, j'ai vraiment demandé à Marc de prendre ma place, parce que moi je détestais ce rôle de gérant que je remplissais très mal. Je suis quelqu'un de très désorganisé. Je comprends ça, mais alors à un point, moi si je pouvais abandonner la gérance d'un monde de jeu. L'administratif, j'aborde l'administratif, c'est vraiment hyper problématique pour moi, et je ne voulais plus du tout faire la gérance. Et j'ai trouvé que le move de être présent partout, partout aussi en retail. Désolé, je dis souvent retail plutôt que boutique, parce que c'est l'habitude. Mais je dis retail souvent, désolé. Mais c'était vraiment, c'était sa volonté. C'est un secteur que lui connaît extrêmement bien. Et, il a eu quelques petits succès, m'a-t-on dit. Paraît-il. Et c'est vrai que lui, ça le motive, ça le motivait vraiment qu'on ait cette deuxième branche. Donc on aura deux branches qui coexistent. Donc Chloé dirige vraiment la branche retail, et aujourd'hui Gilles dirige la branche Kickstarter. Moi je m'intéresse aux deux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai plus peut-être un œil sur ce qui se passe sur Kickstarter, notamment parce que là je suis en train de je travaille sur un jeu, mais qui sera sur Kickstarter, c'est aussi, en termes de pur plaisir, je m'intéresse plus, ce qui me fait plus rêver, ce sont les univers autour de Kickstarter. Après là sur ce jeu là en l'occurrence, franchement je pense pouvoir dire que j'aime beaucoup, parce que oui, non mais là on peut confirmer, nous ici au chalet on t'a vu jouer en boucle à ce jeu. Non mais je pensais pas que arrivé. Depuis que je suis arrivé, on a fait 8 3, 4, non, je dirais 6. Mais il y a un éditeur qui joue à son jeu en boucle alors qu'on est là, qu'on a plein de trucs ici. Je fais beaucoup de démos. Tu vois, ce jeu, je fais beaucoup de démos. Mais là, tu joues par plaisir. Franchement, j'adore. Mais pour gagner. C'est parce que, à ton discours, les gens vont s'imaginer peut-être que non, moi ça, c'est pas le côté que je préfère, mais en fait, c'est pas du tout. Alors, il faut faire attention à mon discours, justement, parce que je remarque, quand je parle beaucoup de chiffres, j'ai toujours un discours qui peut sembler très froid. C'est absolument
absolument pas parce que j'aime pas ce que je fais, c'est parce que j'aime bien essayer de remettre les choses en perspective, prendre un peu de distance avec les choses et dire ce qui est et essayer de pas tomber dans l'émotionnel ou Oui. pire le vernis émotionnel, tu vois, à faire. Je trouve qu'on a trop tendance, alors surtout sur Kickstarter, à avoir un vernis émotionnel, à avoir un vernis tout court, hein, faire comme si on faisait autre chose que ce qu'on fait, c'est-à-dire et faire comme si ce n'était que de la passion, alors qu'on sait très bien que derrière cette passion, il y a un business. Et ça, on ne s'en rend compte que quand les choses vont mal. Oui. Là, quand les choses vont mal, tout le monde est extrêmement clair sur le fait qu'il s'agit d'argent. On en a beaucoup parlé là, ça a des temps oui, mais effectivement, je du financement des caisses, des gros projets et des risques Voilà. que cela génère. Ça a été une discussion récurrente de ces derniers mois, de ces dernières années. Et c'est vrai que ça casse un peu le côté passionné. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'on a un vrai joueur ici qui est présent à nos côtés, qui se passionne pour les jeux. Tu l'es aussi, hein, mais par rapport au discours que Alors, tu je as ne suis pas un gros passionné de jeux de société en général, par contre. Je suis passionné des jeux là, par exemple, que je fais. Je ne suis pas un gros joueur. Justement, je suis un gros joueur de jeux de rôle, moi. Vraiment. Ouais. Le jeu de rôle, ça, c'est un truc que je fais. J'ai toujours fait. Je crois que j'ai commencé en 5e. Je continue à jouer toutes les 2 semaines. Au minimum une fois par mois, j'ai plusieurs groupes de jeux de rôle, et c'est vrai que je joue beaucoup plus, techniquement je joue beaucoup plus aux jeux de rôle qu'aux jeux de société, sauf dans le cadre de tournées ou de choses comme ça, où là effectivement je vais enchaîner les parties. Mais voilà, je veux pas non plus faire croire que je suis un très gros joueur de jeux de société, je suis beaucoup plus un gros joueur de jeux de rôle. C'est à vous de faire la transition, hein, par rapport au fait que voilà, Fred il est arrivé, ça fait moins de 24 heures que tu es là. Ouais. Tu as déjà fait 2 Jarnac. Ah oui, si on compte. Tu as déjà fait 6 Tower Up. J'ai déjà fait 2 Jarnac, 6 Tower Up. Oui, on a enchaîné les parties. Joué, ça n'est pas un gros au joueur. jeu de lettres. Ah non, par contre, je suis un gros joueur de jeu de lettres. Non, parce que les gens qui viennent, ils nous parlent de jeux de société en boucle et je ne les vois pas jouer. En réalité, c'est tout à fait normal. Des fois, on a envie de faire autre chose aussi. Mais Dictopia. On a fait à Dictopia. Ah ouais, mais tu vois, ça c'était super Dictopia. Et c'est vrai que, ouais. Non, mais il faut le dire, c'est un concurrent, mais c'est génial. Enfin, j'ai trouvé le jeu. Ah, super. Moi, j'aime beaucoup aussi. Tower Up, c'est un jeu dans lequel on va construire des immeubles. On est dans un centre-ville moderne, dans lequel les immeubles s'érigent. Alors, moderne, pas forcément, parce que vous le voyez d'ailleurs au graphisme. Ça fait penser peut-être à une milieu du XXe siècle, début du XXe siècle. Non, on va dire plutôt seconde moitié du XXe siècle. Ouais. Nous, notre idée, c'était de pas ancrer dans une époque très très définie, mais effectivement, voilà, d'être dans une ville plutôt d'inspiration américaine, moderne, seconde moitié du XXe. Ça, c'est pour le thème. Mais sinon, on est dans un jeu qui a quand même une part d'abstraction à l'intérieur, dans le sens où vous allez placer des éléments et vous allez vous baser sur les stratégies de vos adversaires, de vos partenaires de jeu d'une certaine manière, mais ce n'est pas un jeu coopératif, pour essayer de marquer un maximum de points de victoire en luttant sur des objectifs communs, placés au centre du plateau, mais sur lesquels les joueurs qui vont les obtenir en premier auront plus de points que les autres. Tout à fait. En fait, dans le Tower Up, le but, donc, c'est d'ériger des immeubles et ce faisant de s'enrichir. La personne la plus riche à la fin de la partie remportera. Et effectivement, on va avoir des objectifs communs qui vont être une des manières de gagner de l'argent. L'autre étant, les 2 autres, puisqu'il y en a 2, étant les constructions qu'on va ériger au fur et à mesure. Et les toits que l'on va placer qui, eux, seront de notre couleur et montreront où nous serons présents sur le plateau. La particularité du jeu étant que ces toits vont pouvoir être recouverts au fur et à mesure de la partie. Et donc, ceux qui ne seront pas recouverts à la fin de la partie nous donneront en plus des petits bonus. Oui, c'est un jeu qui est à la fois simple à expliquer, ça va très vite. On peut l'expliquer en 5 minutes réellement. Et ensuite, quand même, qui est assez malin, parce que c'est vrai qu'on a envie de tenter des trucs, on a envie de tester d'autres façons de jouer. Je pense globalement, je pense qu'on peut mesurer la profondeur du jeu au fait qu'il y a un joueur meilleur qu'un autre a une propension à gagner largement supérieure. Ça, c'est un bon critère. Non, mais c'est Ouais. hyper important. Enfin, tu vois, tu pourras avoir un jeu. Tu as des jeux très simples, mais qui n'ont pas de profondeur. Tu as des jeux extrêmement simples, comme le Go, qui ont une très très grande profondeur. Mais dans tous les cas, la mesure de la profondeur, tu vas le faire justement. Si on parle de non-aléa derrière la profondeur, tu vas la mesurer au fait que la propension à gagner soit plus importante. Après, tu as des jeux avec de l'aléa qui sont aussi. Qui peuvent être très, très profonds. C'est juste que le moment, ce qui compte, c'est le moment du choix. Et c'est pas l'ex post, c'est pas le résultat qui est important.
tu vois, c'est l'espérance mathématique en fait de chaque coup qui va être importante. Mais comme c'est plus dur, comme justement tu as de la variance autour de la moyenne, eh bien c'est beaucoup plus dur de calculer en fait la profondeur. Là sur un jeu comme celui-ci, c'est beaucoup plus simple empiriquement de voir la profondeur à cette propension à gagner. Par exemple un mec comme Pochon, ah oui je vois bien qu'il est meilleur que moi. Alors voilà, on n'a pas cité de. Non, mais attention. J'ai pas cité le nom des auteurs. Là, c'est grosse erreur de ma part. pardon. C'est vrai qu'on commence par ça d'habitude, et on doit commencer par ça. C'est un jeu qui est signé par Grégoire Larget, par Sébastien Pochon et par Franck Ritin, 3 auteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'ils font souvent des jeux qui ont ces caractéristiques, c'est-à-dire une réelle simplicité dans l'approche, mais une vraie profondeur sur le fond, c'est-à-dire une richesse, une envie de rejouer, des analyses que l'on a envie de faire après la partie. Il y a du débrief sur ce genre de jeu. Exactement, typiquement, tu vois, la partie que j'ai fait là tout à l'heure, pas une partie filmée, hein, mais sur le jeu qu'on a joué à deux, je perds, mais sur je comprends même pas que j'arrive à faire cette connerie. Enfin, je rate un coup qui, a posteriori, me fait gagner d'un point. Et le coup, quand tu le regardes a posteriori, il paraît complètement évident, mais c'est vrai que quand tu es dans la partie, comme tu as beaucoup d'alternatives, beaucoup d'alternatives, dans l'alternative c'est que tu en as deux, tu as beaucoup d'arbitrages, voilà. Et tu as parfois des arbitrages qui sont serrés ou qui peuvent sembler serrés, notamment, alors là, il faudrait qu'on voit le jeu, mais sur la question de quelles sont les ressources dont dispose l'adversaire, et quand tu es deux joueurs, tu vois vraiment facilement. Plus fort sur deux joueurs. Ça me donne envie de jouer tout de suite à deux joueurs. C'est pas que c'est plus fort sur deux joueurs, c'est que sur deux joueurs, tu contrôles. Enfin, c'est plus facile. Tu n'as que ton adversaire en face, donc l'analyse de ses ressources est plus simple. L'analyse des ressources sur du multijoueur, et en plus, oui, c'est vrai que sur du multijoueur, le temps que ça revienne, tu as beaucoup plus de chances que tout le monde ait un peu toute chose, mais ça reste un facteur très important. Sur deux joueurs, c'est absolument décisif que tu saches ce que peut faire le joueur au tour qui vient, parce que parfois tu peux postponer une action, plutôt que de te précipiter maintenant, tu sais que non, finalement j'ai encore un tour, donc moi aussi je vais me recharger en ressources, parce que ça va me permettre de faire ceci plutôt qu'utiliser mes ressources maintenant, alors que finalement le joueur, tout ce qu'il pourra faire, ne peut pas prendre la place que je convoite là tout de suite sur le moment. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu fais attention à ce qu'il a dans la main. Mais c'est déjà un step plus loin que la première partie. Je pense que la première partie, tu fais assez peu attention aux ressources de ton adversaire. Voilà. C'est vrai qu'il y a des configurations qui sont très différentes dans ce jeu. On espère vous en avoir créé une certaine envie. On a des vidéos sur la chaîne, évidemment, qui vous permettent de vous concentrer davantage sur les règles, de découvrir le jeu, d'y jouer avec nous d'une certaine manière. On a fait une très chouette vidéo et vous découvrirez tout ça. Pardon si vous avez créé une envie supplémentaire. Pardon ou heureusement. On se connecte sur le site. On va regarder un peu les différences. Vous avez un très chouette site sur fond noir. Je trouve ça toujours très chouette, moi, les sites sur fond noir. Avec une liste des jeux sur lesquels vous avez travaillé ces derniers temps. Ça va nous permettre de remonter dans l'historique de la chaîne, de la maison d'édition de Monolith. On voit que Tower Up est le dernier. Donc c'est le seul qui rentre dans cette catégorie. Non, pas tout à fait, parce qu'on a du Carline. Voilà, mais tu vois que ça... Pour l'instant, ça jure un peu, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux genres très différents et c'est assez simple, même visuellement tout de suite. Ah, c'est le seul où il n'y a pas de personnage. Qui était sur Kickstarter, qui était en boutique. Voilà, ça me paraît. Il n'y a pas de personnage et j'ai l'impression qu'il y a des armes quasiment sur toutes les petites vignettes que l'on voit, à l'exception de Tower Up et de Carline. Enfin, est-ce qu'un tigre n'est pas une arme en soi? Par destination, comme on dit. Ouais. Donc, ça, c'est la nouvelle ligne. Tu sais déjà quel sera le prochain jeu dans la catégorie retail? Alors non, comme je le disais, on se concentre vraiment et on essaye de faire les jeux un par un. Pour nous, c'est vraiment important déjà parce que on est une petite équipe et comme l'a dit Fred, sur la partie vraiment retail, il n'y a que moi, donc je n'ai pas des journées de 48 heures non plus, mais aussi parce que c'est vraiment une volonté en fait d'accompagner nos jeux non seulement dans le développement évidemment, dans tout ce qui va être les illustrations, le matériel, etc. mais derrière dans toute la vie du jeu. Donc là on est vraiment très proche de la sortie, c'est notre première sortie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et on se concentre vraiment sur la mise sur le marché et de Tower Up et de vraiment cette partie retail de Monolith. Je te demandais pas une annonce, hein, mais juste si donc, vous avez de la vision en fait sur la suite. Il n'y a pas de nécessité en tout cas. Pour l'instant non. Carline, ça fait partie des jeux plus légers. C'est la version
animaux pour celle-ci, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas que des animaux, je crois, dans Caroline. Non, il n'y a pas que des animaux. Il y avait des Caroline, dinosaures, dinosaures, géographie, etc. Mais là, Caroline, c'était une opportunité. Caroline, c'est la récupération, d'ailleurs, qui a été ça a plutôt bien marché. Hein. Enfin, on a fait 70 000 exemplaires, je crois, de print. Donc ça dans la version précédente ou dans la version monolithe? Monolithe. Ah, dans la version... Ah oui. Avec le dernier reprint. Parce que c'était Asmodée. 80 000. Non, Asmodée 80 000, Bombix. 80 000, c'est pas mal. Ok. Donc, mais alors tu vois, 80 000 c'est pas mal, mais voilà, le modèle, pour ceux qui connaissent le monde du jeu, on va dire depuis plus de 10 ans, vraiment le modèle pour nous, pour la partie boutique, c'est, je dirais, c'est Days of Wonder. Tu vois, Days of Wonder, où cette époque où tu savais qu'il y avait un jeu tous les ans et c'était le jeu qu'il fallait, qu'il ne fallait pas rater, parce que tu savais qu'il y a eu tellement de travail concentré sur ce jeu que tout a été mis, on a fait en sorte, Days of Wonder a fait en sorte que le jeu soit un immanquable, on va dire. Pas forcément l'acheter, mais y jeter un œil. Regarde ce que c'est. Là, c'est vraiment le but. Tower Up, c'est exactement, il a été fait dans cette idée d'être sur des process qui sont ceux de Days of Wonder. Alors, rappelle, Days of Wonder, pour ceux qui regardent, c'est Les Aventuriers du Rail, par exemple. Ça a été Small World aussi, qu'on voit un peu moins actuellement, mais qui est aussi un pilier. Voilà, qui s'est installé, qui a eu plein d'extensions, qui a été travaillé. Quand Small World est arrivé, c'est quand même ça. Et c'est pas en fait, ce ne sont pas des jeux Kleenex. Non. Five Tribes, par exemple, c'est aussi un jeu sur lequel il y a eu une construction hit récemment et continue sur cette ligne. Oui, mais en gros, évidemment, tous les éditeurs ont des échecs, il y a des jeux qui ont moins marché que d'autres, mais par contre, tu sais qu'à chaque fois, le jeu a vraiment été peaufiné, le jeu a été travaillé, il y a eu des ressources humaines et matérielles qui ont été concentrées sur ce jeu, tu as des ressources même communicationnelles, tu vois, en gros, tu sais que pendant 18 mois, l'équipe totale va se dédier au jeu, et ensuite, le jeu, il va être entretenu. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important chez Monolith, c'est l'entretien des gammes. Là, à part, c'est une exception chez nous, Claustrophobia ou Captain Voodoo, parce que Captain Voodoo, c'est une coédition, mais tu n'as que des gammes. C'est-à-dire que quand on rentre dans un jeu chez Monolith, on sait que même 10 ans après, on continue l'entretien. Enfin, je vais prendre l'exemple qui est paradigmatique, c'est Conan. Le premier. Voilà, Conan, le premier. Ouais, tu vois, le premier, mais cette année encore, il y a eu une campagne Conan. Tu as toujours, entre guillemets, à moins d'un accident, tous nos jeux sont entretenus. Tu as des saisons, quoi. On fait des jeux à saison parce que, évidemment, parce qu'on a un public qui continue à être intéressé par le jeu, mais aussi parce qu'on cherche à, mine de rien, faire croître ce public. Tu vois, Conan, juste la dernière fois, on a encore, il y a encore 2000 boîtes de base, c'est-à-dire 2000 nouveaux entrants dans la communauté Conan, ce qui n'est pas rien, ça peut sembler minuscule, 2000, mais en fait... C'est un tirage complet pour certains. C'est une niche, quoi. Donc, comme on parle d'une niche, aujourd'hui, des gens qui ont du Conan dans le monde, si on compte les boîtes qui ont été faites en retail, tu as plus de 40 000 personnes qui ont une boîte de Conan chez eux. Pour un jeu de niche, c'est absolument pas rien, quoi. C'est pas... Mais un jeu comme Tower Up, il est destiné à des ventes beaucoup, beaucoup plus importantes. Entre guillemets, je ne sais pas comment le dire sans choquer. En fait, encore une fois, je vais te dire un truc. Non, mais on parle à un public qui est expert, ils arriveront à trier. D'accord, mais il n'y a absolument pas. Voilà, c'est purement informationnel ce que je veux dire, et ce n'est qu'informationnel. C'est pas. Il n'y a pas du tout c'est pas du tout l'histoire de grosse tête ou quoi que ce soit, mais par exemple, si on prend un jeu pour la boutique, comme Tower Up, c'est-à-dire qu'à aucun moment on pense que le jeu ne fera pas au moins 200 000 exemplaires, sinon on ne le prend pas. Tout est mis en œuvre ensuite pour que le jeu, on va pousser le jeu pour, sa bottom line, ce sera 200 000 exemplaires. C'est pour ça que ça peut paraître encore une fois bizarre souvent, parce qu'on fait peu de jeux, effectivement on est amené à souvent dire non, et encore une fois je le redis, ce n'est pas contre le jeu, ce n'est pas contre ses auteurs, c'est juste simplement qu'on a un problème on a besoin de se concentrer à fond sur très très peu de jeux, parce qu'on a beaucoup d'ambition sur les rares jeux qu'on va signer.
Oui, là on sent l'ambition, c'est une ambition qui est positive, évidemment, on ne le prenait pas pour de la prétention, mais le but c'est que ces jeux fonctionnent et qu'ils marquent. Vous avez les moyens peut-être aussi de le tenter, d'avoir ces succès-là et de pouvoir les installer. On a compris que vous mettiez, en tout cas, vous prenez le temps. Et ça, c'est l'un des moyens dont les éditeurs manquent le plus. Mais parce que là, tu vois, tu as une dialectique entre les deux, en fait. Enfin, tu vois, la partie aujourd'hui, la partie retail, on n'a pas besoin d'être rentable sur le retail. Aujourd'hui, toute la partie retail, elle est soutenue par la partie crowdfunding. L'idéal, moi, ce que j'aimerais, je pense que Marc aussi, Marc peut-être plus pressé que moi, c'est que tous les ans, le retail gagne 5 points jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre d'affaires équilibré 50-50. Ouais. Mais on n'est pas en... On n'a pas besoin de vivre d'implantation. Tu Ouais. vois, je pense qu'un des gros problèmes, et ça fait vraiment quelques années, hein, du monde du jeu, et qui explique aussi l'explosion du nombre de titres, c'est que le moment le plus intéressant en termes de chiffre d'affaires, c'est l'implantation. On sait très bien que c'est là où tu vas vraiment vendre le plus de jeux. Et du coup, on court après les implantations et chaque nouveauté chasse l'autre. On est vraiment... Là, un rayon aujourd'hui, ça fonctionne... ça fonctionne comme un convoyeur en usine. Hein. C'est une boîte, elle vient chasser l'autre, elle vient chasser l'autre, elle vient chasser l'autre, jusqu'à ce que, de temps en temps, tu trouves un jeu qui reste. Et là, qui rentre dans une catégorie aussi auquel on ne s'attendait pas, et c'est peut-être un peu le cas de Tower Up aussi, puisqu'il n'y en a pas tant que ça finalement, des jeux de cette catégorie-là, avec ce type de taille, de format, d'attente, de positionnement sur la table aussi. C'est un jeu qui répond à quelque chose. Je crois qu'il n'y en a plus tant que ça en fait, voilà. Il y en a eu à une certaine époque. Ah, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, je tiens à le dire, on a fait une vidéo ce matin. Oui. Tu n'étais pas dans la vidéo, mais effectivement, la question se pose de façon très importante. C'est qu'on voit de moins. Il y a une sorte de désaffection qu'on constate on les chiffres, hein, pas dans les cœurs, mais dans les chiffres, sur ce format. Et comme tu dis, alors là, cette année, c'est vrai que on a énormément de jeux qui sont entre 12 et 20 euros. Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi drivé par tout le monde veut son Skyjo. Je pense que c'est vrai, Skyjo c'est un succès phénoménal et je pense que tout le monde veut son Skyjo, tous les éditeurs veulent leur Skyjo. Les éditeurs ont aussi bien vu que le panier moyen s'est restructuré vers un peu plus de produits, mais des produits moins chers. Typiquement, hein, là où tu prenais un jeu à 45 euros, tu vas plutôt prendre 2 jeux à 15 euros, donc tu vas économiser 15 euros et en plus tu auras 2 fois plus de jeux. Oui. Est-ce qu'on n'a pas trop finalement de ce type de jeu-là ? Je sais pas, mais je pense que ça va. De toute façon, c'est un créneau qui lui aussi va commencer à bouchonner. Et c'est vrai que sur les jeux autour de 40 euros, il y a. Paradoxalement, il y a un peu plus de place parce qu'on sent moins d'engouement. Notamment parce que ça commence à être cher, quoi. Voilà, mais l'engouement on l'a, parce que pour nous qui parlons souvent avec les personnes, et puis pour vous qui suivez derrière votre écran cette vidéo, on le sait, on échange là-dessus, on ne se passionne pas tant que ça pour les jeux à 10 euros. Pour les jeux à 10-12, on les découvre, on les commente, on vous en parle sur la chaîne, mais finalement le cœur de nos échanges, c'est sur des jeux plus gros, c'est ceux-là qui nous passionnent, c'est ceux-là vers lesquels on revient aussi, donc cet engouement il existe toujours. Toi tu joues beaucoup plus que moi. Je sais pas quand, justement, dans la distribution, dans la ventilation de ce à quoi tu joues, mais je pense qu'il y a quand même même au niveau des particuliers, notamment cette année, je pense qu'on voit que beaucoup de petits jeux ont remplacé des plus gros jeux. Enfin, je sais pas, après toi, tu es assez gros. Ouais, tu joues sur des gros jeux quand même, donc c'est Alors, je joue sur des gros jeux, ou en tout cas des jeux moyens, mais plutôt jeux de plateau, effectivement. Après, oui, il y a énormément de petits jeux, c'est notamment la mode des jeux de pli depuis une année, et donc... on en voit passer des caisses et des caisses, autant en tant que prototype que en tant que jeux qui sortent sur le marché. Et hier, on discutait alors hors caméra et on a eu une réflexion qui est, je trouve, assez intéressante. On disait, en fait, quand on joue, on veut jouer pour jouer, on veut pas jouer pour passer le temps. Et on a de plus en plus de petits jeux où effectivement, c'est on a un quart d'heure, on ferait pas un petit jeu, on lancerait pas un petit jeu de cartes. Et c'est bien ces jeux-là, mais effectivement... c'est pas les jeux qui restent, en tout cas pas chez moi, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens. C'est cool, on les a découverts, on a passé 15 minutes à faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Donc il y a aussi ce truc qui est évidemment beaucoup, pas que lié au monde du jeu, mais qui est,
on est dans un monde où on court toujours après la nouveauté et on a évidemment toujours envie de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. Et je pense que ces petits jeux à 15 €, autant par le prix que par la difficulté de l'apprentissage des règles, la durée de la partie, etc., viennent remplir cette fonction-là de je veux quelque chose de nouveau et ensuite, eh bien, je passe à autre chose. Et pour moi, c'est vraiment cette fonction-là qui est, voilà, comme je disais, très liée à d'autres choses dans notre environnement, notamment les réseaux sociaux et ce truc où on zappe réel après réel et où finalement on ne se fixe sur rien. Et effectivement, Tower Up, ça prend un petit peu le contrepas de ça et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec Monolith, Fred parlait de gamme de jeux qui restent, de jeux qui sont toujours là et qui trouvent toujours leur public 10 ans après, pour Conan par exemple, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire aussi en boutique, c'est d'avoir des jeux qui se démarquent et surtout qui marquent les esprits sans mauvais jeu de mots. Voilà. Alors sur ces jeux courts ou ces jeux longs, il y a aussi le caractère de la règle. Pas forcément raison là-dessus, mais j'ai quand même le sentiment que beaucoup de joueurs autour de moi ont envie d'avoir des sensations, et même se lassent des sensations courtes et ont envie d'avoir des sensations plus riches dans les émotions que le jeu de société leur génère. Le frein qui est assez universel, notamment dans cette période où il y a tellement de jeux qui sortent, c'est l'appréhension de la règle qui, sur un jeu parfois plus gros, en fin de soirée, on n'a plus envie. On n'a pas envie de se refaire une grosse règle. Et souvent, on le dit souvent, là, non, je ne vais pas repartir sur une explication de 15 minutes. Sur Tower Up, là, on n'a pas trop de complexité d'explication de règles. C'est pas plus complexe à expliquer qu'un petit jeu. On a parlé de Caroline. Aline a eu envie de préparer un petit jeu, je le remercie, sur le thème de Caroline, mais sur les monolithes. Donc elle a cherché, on va jouer un petit peu ensemble, on va chercher, on va reprendre des monolithes, des pierres célèbres, on va dire, qui sont disposées à différents endroits. Dans Caroline, rappelle-moi le principe du jeu. En fait, c'est un timeline-like, c'est un spin-off de timeline, sauf qu'on peut jouer sur plusieurs critères et qui ne sont pas spécialement des critères de temps. Oui. Là, j'imagine qu'on va jouer sur le temps. Alors, j'aurais juste une question sur la taille. On peut jouer, par exemple, on pourrait jouer sur la taille, on effectivement, peut jouer sur la taille. Sur l'époque, si on joue sur l'époque, j'ai une question sur le E, parce que est-ce qu'on parle du film du film ou de quand est-ce qu'il est censé être là dans le film? Il est un peu hors jeu. Hein. C'est vrai que dans le film, je ne sais pas quand il est censé être là. Il est vraiment, pour moi, c'est même c'est avant le néolithique. Oui, parce qu'on a des singes. Voilà, exactement. Donc ce serait le premier. Voilà, tout à gauche. Moi, tu veux jouer avec le temps? On peut jouer avec le temps. On a le choix. On peut jouer avec la taille, on peut jouer avec le poids, on peut jouer avec le temps. D'ailleurs, ce serait pas le premier parce que le dé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le dé, moi, je suis pas sûre qu'on le place pas. Il est antérieur, parce que là, c'est la tectonique des plages. Donc, non, mais essayons parce que ça, c'est intéressant. Donc, on est d'accord sur le dé. Je pense que t'as raison. Je pense que le dé, c'est le premier. Alors, on retourne 500 millions d'années. Voilà. Ensuite, on va évacuer le film, d'accord, on va jouer sur le film, c'est pour déconner. Voilà. On va jouer sur on va pas l'évacuer. Mais si on joue, si on est totalement. Alors la date du film. La date du film. Prenons la date. Je suis nul en date. Non mais après, c'est dans 2001, mais donc 2001, ça doit être 60. Je me demande si c'est pas en même temps, c'est peut-être antérieur à Alien. C'est pas un truc comme 77 ou 74, 75 par là. Alors tu le places où par rapport aux autres? C'est ça, t'es pas obligé d'être précis sur la date. Non mais attends, si tu dis le film, je le place tout à droite. Voilà, tout à droite. C'est 1968 le film. 68, ok, voilà, j'ai raté. Alors on a les deux extrêmes. Dans quel ordre on met les trois autres? Le A, le B et le C. Alors le A, je pense que c'est juste avant le E. Voilà. Mais la question c'est B, moi, c'est après. Moi je pense les mégalithes avant l'île de Pâques. Moi, mais j'ai pas de certitude. Ouais. En termes de travail, pas de travail de force, mais y a comme, moi je dirais C et B plus à droite. Donc dans l'ordre tu dirais D, C, je pense que B, C est antérieur à B. E. C est antérieur à B. Ah, c'est pas une bonne réponse, je suis désolé. Moi, je suis pas sûre pour le coup. Tu as déjà validé la réponse? Non, j'ai déjà validé parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, chers amis. Mais oui, D, C. Non, le C, le deuxième c'est le A. Parce que le A c'est 3200 ans. Il a 3200 ans. Ah oui, mais après il a été placé là plus tard. Oui, d'accord, ok. Ensuite, nous avons le C, entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ. Et les Moai, c'est 1000. Il y a 1000 et 1680. Donc en fait, c'est beaucoup plus récent. Voilà pour ces éléments. Après, on peut jouer avec d'autres. Quel est le plus lourd? Juste celui qui est le plus lourd. Est-ce qu'on arrive à savoir? Moi, de mon côté, je dirais le D. Et l'Urieux, ouais. Oh là là, 1 milliard de tonnes estimées. Ouais, c'est quand même beaucoup. Hein.
effectivement, c'est assez lourd. Je crois Et que le plus contrairement à ce léger, qu'on pense, le B c'est assez léger, il me semble, par rapport à la taille qu'ils font. Bah après, de toute façon, la question sur le C, c'est est-ce qu'on parle du tout, d'une pierre. Parce que si on parle du tout, tout. Bah, il passe en Effectivement, c'est dixième. le B le plus léger avec seulement 10 tonnes. Ouais. C'est pas énorme, hein, 10 tonnes, qu'est-ce que c'est? Et puis la dernière question qu'on aurait pu poser, c'est la taille. Quel est le plus grand? Évidemment, le E, on ne sait pas, hein, parce que c'est factice. Ça va être le... Et B, on considère la taille enterrée, genre juste qui sort du sol ou... Oh là, tu m'en donnes beaucoup. Hein. Non, je pense que c'est déterré. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que D est le plus haut? Je sais pas. Ah, faut vous décider. Quel est le plus grand, quel est le plus petit? Bah, si on considère la taille enterrée de B, c'est assez Ouais, mais haut D, aussi. c'est vraiment haut. Enfin, c'est vraiment haut, c'est, parce que ça reste un travail Parce que humain. c'est naturel, c'est ça Bah ouais. D. Mais je suis pas sûre Je que crois ce que ça soit change si pas haut que ça. grand chose, hein, enterré ou déterré, à mon avis, quand je regarde les tailles. Non, mais je pense qu'il n'y a même pas de discussion Ah. sur D. Moi, de mon côté, penses je que vote c'est D. D? Ouais, largement. 348 Très mètres. largement, ouais. 348 mètres, oui, évidemment, c'est le D le plus grand. Et le plus petit, ben, ça va se jouer entre le B et le C, puisque on est entre... Parce que sur l'île de Pâques, c'est entre 2,5 et 9 mètres les moyes, mais en moyenne 4 mètres. Stonehenge, c'est 7 mètres de hauteur. C'est quand même grand, hein, 7 mètres. Avec Stonehenge, ouais, plusieurs c'est grand, personnes ouais. les unes à côté des autres. Voilà pour ce petit jeu. Merci beaucoup. Merci Aline. Bah ouais, merci. Merci beaucoup pour avoir participé. On revient sur l'histoire de Monolith. C'est une boîte qui a 10 ans maintenant. Ouais, 10 ans, oui, exactement 10 ans. 10 ans. Alors au début, Monolith, ça a été créé autour de projets en financement Alors, participatif ça a été, aussi. ça a été créé autour de Conan. Conan devait être à tout à la, vraiment la base. Hein. Conan devait être chez Space Cowboy. Ah, moi j'ai un souvenir assez fort de à Cannes, donc il y a une dizaine d'années. Je me retrouve dans un hôtel à découvrir des jeux en avant-première. On me propose d'aller jouer. Je crois que c'était à Time Story. C'est ça. Et toi, tu étais juste à côté et tu faisais jouer Conan à Croc. Ouais. Et à quelques autres en avant-première. Et là aussi, il y avait un projet qui était en train de se monter. C'était les premières fois que le. En tout cas, moi, j'en ai entendu Et parler. là, je pense même que c'est 2012 à ce moment-là. C'est possible. C'est sur le 2012. C'est là le Space Cowboy n'était pas encore monté. Space Cowboy allait se monter. Donc c'était la formation du premier catalogue Space Cowboy. Et donc il devait y avoir Time Stories, Conan et je crois qu'il y avait. Je sais pas s'il y avait déjà Splendor, mais en tout cas, c'est Time Stories et Conan. Ensuite, Space Cowboy s'est monté. Là, il y a eu ces deux projets donc, qui sont arrivés. Moi, j'étais très lent et j'étais un peu... Enfin, on avait beaucoup... il se trouvait qu'on a eu beaucoup de désaccords sur ce que devait être Conan, notamment esthétiquement. Moi, je voulais un truc extrêmement vintage. Je voulais un truc très Frazetta-like. Et Space Cowboy avait peur que ça fasse vieillot et voulait un truc beaucoup plus moderne. Et moi, ça m'allait pas, donc ça ralentissait pas mal le dev, notamment sur... moi, il y avait des lieux iconiques pour moi qui étaient... il fallait qu'il y ait une taverne, il fallait qu'il y ait un pont de navire, etc. etc. Donc ça, c'était des accords assez importants. Il y avait toujours cette... Ouais, je pense qu'il y a eu cette peur souvent de faire dépasser. Alors que pour moi, c'était pas dépasser, c'était justement vintage, mais c'est aussi... enfin voilà, Conan, ça avait été tellement marqué par Frazetta que c'était quand même compliqué de faire autre chose. Puis moi, c'est ce qui me plaisait. Donc voilà, surtout, c'est ce qui me plaisait. Et donc, on a fini par... voilà, on a fini par ne plus réussir à avancer. Donc c'est la création de Monolith derrière. Tu n'as pas fait tout seul. Non, je me suis associé, je cherchais un éditeur parce que moi j'étais pas éditeur. Donc je suis allé voir Erwan qui on s'entendait vraiment très très bien et qui publiait déjà depuis un certain temps Erwan Asquette. Erwan Asquette. À l'époque où Asgard était devenu Bombix. Et donc... chez qui tu as fait des jeux? Parce que tu as fait Worlds. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait le premier Timeline. Tu as fait les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'était en même temps que les bâtisseurs. En fait, le partage qui avait été fait dans le bureau de Marc, c'était que les bâtisseurs iraient chez Erwan et que Conan irait chez Space Cowboy. Voilà, il y avait une petite réunion dans le bureau de Marc à l'époque pour savoir qui prenait quoi. Et moi, ça m'allait très bien parce qu'il fallait que tout le monde soit content. Et au final, les deux jeux ont plutôt bien marché, donc voilà, c'était cool. Et donc voilà, Erwan était chaud, je l'ai fait jouer, il était chaud, donc on a monté
ensemble, on a monté Monolith, et avant le montage, on avait le projet de monter Monolith, et on a proposé à Marc, justement, là au moment où on propose à Marc, on se voit à Cannes, au Cannes suivant. On vient d'ouvrir un sujet sur Trick Track qui en quelques jours a dépassé la 20aine de pages. Et donc on sent que ça va marcher, on sent que finalement ça intéresse les gens, que même le thème de Conan intéresse les gens. Et donc voilà, on dit à Marc, écoute, nous on y croit vraiment. On veut pas, voilà, moi ce que je ne voulais surtout pas, c'est que ce côté, tiens, je pars et finalement ça marche. Et ça aurait été vraiment embêtant, et, parce qu'on s'entendait vraiment très bien. Et du coup, on lui a proposé de venir, et voilà, on avait en gros un tiers des parts chacun. Donc dans la boîte, il y avait toi, Erwan, Marc. Il y avait aussi Loïc, le frère d'Erwan. Donc voilà, Loïc et Erwan se partageaient 34 points, j'avais 33 points, Marc avait 33 points. D'accord. Donc on a monté la boîte comme ça. Il se trouve que Conan, ça a plutôt bien marché. On a été, non mais ça a bien marché. Ouais, non mais c'est vrai, oui. Au-delà du fait que ça ait marché, c'est aussi un jeu qui a marqué le monde du jeu de société. C'est la grande période des financements participatifs. Je ne sais pas si elle est refermée cette période. A priori non, si je t'écoute. Elle est pas refermée, mais c'est quand même très différent, et c'était c'était une période un peu. C'était le Far West. Là aujourd'hui, Far West, ça y est. Et du coup, on a monté Monolith, on a eu ce succès. Il y a très rapidement Mythic Games qui s'est monté, et nous on a cofinancé. Eux faisaient le dev et nous on finançait Mythic Battle. Oui, ça c'est un projet. Alors c'est un projet que vous avez récupéré depuis, parce que maintenant Mythic ensuite, Battle. On a racheté, chez vous. On a tout racheté ensuite. Mais le Mythic, alors ça c'est un truc qui peut poser problème. J'en parlais notamment avec Gilles lors de la précédente campagne. C'est un vrai problème. Le nom du jeu s'appelle ouais. Mythic Battle, Ouais. et pour des joueurs, Mythic Battle c'est Mythic Games, et on sait qu'il y a eu un peu du scandale autour de Mythic Games de par les projets qui n'ont pas été livrés dernièrement. Tu sais ça a vraiment été un bouleversement majeur. Surtout aux États-Unis, parce qu'il y a plein d'Américains qui pensent que c'est une seule et même boîte. Ah oui. À cause du nom, justement. Enfin, quand on fait sur chaque campagne Mythic Battle, on a beaucoup, mais c'est vraiment pas anodin, on a vraiment beaucoup d'Américains qui pensent que Mythic Battle c'est Mythic Games. Alors évidemment, tout est fait pour, c'est-à-dire que c'est un jeu, voilà, c'est le même nom, et c'est une coédition avec Mythic Games dès le début. Donc Mythic Games était présent dans le jeu dès le début. Parce que en fait, ce scandale autour de Mythic Games, disons les mots tels qu'ils sont, ça continue à jouer un rôle majeur dans l'économie du Kickstarter, parce que c'est la référence. C'est la référence de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est la référence de ce que les joueurs veulent éviter absolument. Donc c'est difficile de demander la confiance en ayant ce modèle qui nous est rappelé en permanence et que vous portez dans le nom du jeu. Oui, bien sûr, mais ça, je veux pas. Voilà, c'est clairement. Ça, c'est le problème de. Voilà, on va dire le risque de non-livraison, puisque c'est on parle de ça. Voilà, là, il est devenu patent. Voilà. Alors, il y a Mythic Games, il n'y a pas que Mythic Games. Il y a pas mal d'autres boîtes aussi qui. En fait, on voit Mythic Games, parce que Mythic Games, sont les. En termes de somme, c'est aujourd'hui. Ce sont les Bernard Madoff du jeu de société. Pardon de dire les choses de manière. Non, mais c'est là où ce sont les plus grosses sommes, en fait, de non. On retient ça, oui. De non des livraisons, je ne sais quoi dire, mais il y a eu pas mal de boîtes là. En fait, je pense qu'on arrive on arrive à la fin d'un cycle où on arrive au bout des cavaleries, en fait. Les gens qui étaient en cavalerie sont rattrapés par la réalité économique. Oui. En fait, je pense que ça aurait dû arriver. Tout ça, c'était sur le point déjà d'éclater avant le Covid. Et le Covid, parce que ça a créé, c'est plus 30% de chiffre d'affaires la première année, plus 30% en plus de ces premiers, plus 30% de la deuxième année, ça fait littéralement exploser les chiffres, ce qui fait que ça a permis à des gens qui étaient en cavalerie depuis longtemps de continuer à survivre, et même de continuer à engranger des sommes importantes qui pouvaient leur faire croire que la cavalerie était derrière eux. Ouais. Et la réalité ensuite, à partir de 2022, où les ventes ont commencé à revenir au niveau de 2019-2018, c'est juste la réalité économique qui est revenue, et là, tous les gens en cavalerie se sont heurtés au mur de la réalité et se sont retrouvés à court de trésor. Enfin, la cavalerie, c'est juste un système de trésor, mais c'est pas...
voilà, ça ne crée pas de richesse, ça donne, c'est de la trésor, on a l'illusion d'avoir beaucoup d'argent, et en fait, tout ça, c'est qu'une illusion, parce que quand vient le moment de produire et de livrer, et de payer ses taxes, ses impôts, eh bien là, tu t'aperçois que le mur de la réalité est très très dur. Et voilà. On a quitté un peu, là, par contre, l'historique de Monolith. Non, mais ça fait partie de l'historique du Kickstarter. C'est l'historique du Kickstarter, et en fait, c'est pas le vôtre. L'intrication est C'est très pas le vôtre. importante. C'est pour ça que j'ai mis cette image ici à l'écran, parce qu'on voit une liste des jeux que vous avez financés sur Kickstarter avec quelques... On n'arrivera pas à les lire facilement ici parce que c'est écrit tout petit, mais un palmarès assez élogieux en nombre de personnes qui ont contribué sur ces différents projets. Moi, je vois du 13 000, du 16 000, enfin un nombre de personnes assez incroyable mais si tu vois, sur chacun des jeux. Mais tous ont été livrés. C'est important de le dire. On n'est pas. Oui, tous ont été livrés. Tu as quand même des projets qui ont été en retard. Oui, il y a eu du retard, mais ça, je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on a intégré. C'est pas normal. Alors, c'est intégré, mais c'est pas normal que ce soit intégré. Mais il y a eu des périodes où les retards étaient difficiles à éviter sur certaines périodes de surtaxe de livraison. Oui, mais ça aussi. Ouais, ça c'était du blabla. Ça c'est du vent. D'accord. Non, ça c'est le transport parce que là si on parle des containers, il y a deux choses. Il y a le last mile shipping là qui lui est vraiment a sensiblement augmenté. Si on parle des containers, oui, ça a créé des surcoûts. Si on regarde ce que représente le surcoût d'un container sur un jeu lui-même, parce que tu en mets plusieurs milliers dans un container, oui. Ça reste quand même, on parle de quelques euros, disons que parfois ça monte même à 10 euros, mais 10 euros sur un truc, sur un truc à 150-200 euros, c'est pas la fin du monde. C'est important comme discours, parce qu'on ne l'a pas forcément. Nous, on a des discours qui nous sont résumés, et cette information-là... Ouais, mais toi, moi j'avais... Alors, du coup, suite à ça, je m'étais assez retiré des réseaux sociaux. Notamment, j'avais publié mes factures de containers. Ouais. Pour montrer ce que ça représentait, en gros, par... C'est beau la transparence, mais des fois, c'est problématique. Oui, mais donc, j'avais pas été... je m'étais fait quand même vertement tenser par mes concurrents, mes collègues, on va dire, parce que j'avais juste montré que toute une partie du discours, il était complètement farfelu. Enfin, si tu reviens... Enfin, je suis désolé, mais si sur un KS à plusieurs millions, tu peux pas absorber 10 euros par boîte de coûts, tu as un problème déjà de structure de tes coûts. Hein. Non, mais la réalité, elle est ailleurs. La réalité, elle était aussi fiscale. Faut pas se rassurer. Enfin, à un moment, il faut être carré. Et c'est vrai que la fiscalité a posé problème pendant longtemps. J'explique pour ceux qui regardent l'émission qui n'ont pas tous les données en tête, c'est que la TVA n'a pas toujours été intégrée au financement participatif. Toi, tu avais un regard particulier là-dessus, je crois d'ailleurs. Oui. Nous, on s'était fait redresser parce qu'au début, on faisait comme tout le monde, en fait. Voilà, on faisait comme tout le monde. Et ce qui était présenté en termes de TVA, c'était sur les coûts de production. Enfin, c'était pas... En fait, c'était vraiment... on ne considérait pas... Le Kickstarter, on a mis beaucoup de temps à comprendre, mais ça arrangeait tout le monde aussi, que Kickstarter, c'était, en Europe au moins... c'est de la vente, c'est la souscription. Oui. Et ce n'est que la souscription. C'est pas du tout un don contre don. Il n'y a pas d'histoire de... C'est absolument assujetti à la TVA. Ouais, bien sûr. Nous, ça me paraît logique. On a une inspectrice du fisc qui est venue nous montrer des textes. Ouais. On parle là on parle de vente en fait. Voilà, on fait de la vente en ligne et c'est tout. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que les conditions générales de vente de Kickstarter, la loi européenne s'en contrefiche. La loi européenne, lorsque tu fais du commerce en Europe, prévaut évidemment sur des conditions générales de vente locales qui ne sont pas... Voilà, dès que tu franchis une frontière, c'est le droit local de l'Europe, en l'occurrence, qui prévaut. Et donc, évidemment, les questions de TVA ont été très importantes. La question, ça ne veut pas dire que les gens ne payaient pas la TVA. Ça veut dire que la TVA pouvait faire l'objet, lorsqu'elle était payée, pouvait très bien faire l'objet d'une péréquation, c'est-à-dire qu'elle était comprise dans le prix du produit, et notamment tout le reste du monde participait au paiement de la TVA des seuls Européens. D'accord. Et ça, notamment, ça commençait à poser problème aussi. Je me souviens beaucoup sur les forums de discussion, lorsque les Américains ont compris ce qu'était la TVA européenne et ont compris qu'en fait ils payaient pour les Européens, ça avait été assez houleux. Mais c'est surtout pour être absolument clean fiscalement
qu'il y a eu cette séparation de la TVA. Oui, parce que là aujourd'hui la TVA... Seuls les gens soumis à la TVA payent la TVA. Voilà, aujourd'hui tu la payes après. En fait, le ouais. prix que tu vois au départ ne contraint pas la TVA. Oui, mais justement, derrière. Parce que ça évite ce côté péréquation. Enfin, tu vois, déjà en Europe, tu dois avoir honnêtement une vingtaine de taux de TVA différents. Ouais. Avec une moyenne à 20%, hein, malgré tout, je crois que ça monte à 27 pour la plus chère et ça peut descendre à 17 ou 16 pour la moins chère. Je ne compte pas la Suisse dans l'Europe, elle ne fait pas partie, hein, parce que sinon je crois que c'est 8, l'équivalent de la TVA est à 8 en Suisse. Mais voilà, donc déjà tu avais des problématiques intra-européennes, mais tu avais surtout des très très grosses problématiques entre l'Europe et le reste du monde, et le reste du monde est en déclaratif, c'est surtout les Américains, ne voulaient plus payer pour les Européens. Parce que, du coup, en gros, les prix pratiqués, je crois qu'on avait autour de 10% de TVA dans le produit, parce que l'Europe représentait 50% des ventes, et ça nous permettait d'avoir 20% à peu près du prix du produit qui payait la partie européenne. Mais je sais que, enfin c'est même pas j'imagine, je sais qu'autour des questions de TVA, c'était absolument n'importe quoi. Enfin 2015, 2016, c'était n'importe quoi, vraiment. Alors on avance un petit peu, donc bon, beaucoup de jeux avec des figurines, des très belles figurines à l'intérieur, c'est aussi l'une de vos marques de fabrique, et c'était aussi un aspect qui tenait très fort à cœur à Erwan. Ouais, alors lui, il adore les figurines, et ça... c'est intéressant aussi parce que les figurines, de voir l'évolution des figurines sur les 10 ans, notamment des matériaux. C'est ce qui a le plus évolué, c'est le matériau. Il y a aussi même des évolutions intéressantes qui sont les évolutions d'échelle. Les figurines autant les règles de jeu ont tendance à rapetisser, autant les figurines ont tendance à grandir et grossir dans le temps. Parce que ça permet de mettre plus de détails. On fait du multipart. On a peut-être un peu moins de figurines par boîte, mais beaucoup plus de multipart. C'est-à-dire que des figurines qui sont assemblées, collées, mais ça permet d'avoir des positions beaucoup plus... qui ne sont pas dans l'alignement du moule. Tu as des trucs vraiment dynamiques. Tu vois, là j'imagine aussi que c'est une multipart, et j'imagine même que la tête, elle est séparée du corps, en fait. Mais je ne suis pas absolument sûr sur celle-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu as des poses que tu ne peux absolument pas faire sur du monobloc. Et évidemment, qui dit intervention humaine dit prix supérieur. En fait, le principal frein à ce que les figurines soient injectées en Europe, c'est un des principes. Elles sont toujours faites en Chine actuellement. C'est toujours fait. Alors, il n'y a pas d'injection de plastique. Les seules injections de plastique à cette échelle que tu as en Europe, c'est en tout cas en France, c'est pour l'automobile, et c'est des pièces vraiment beaucoup plus simples. Dès que là, ce sont des moules à tiroirs. Dès que tu es sur des moules à tiroirs, un moule à tiroir, on est en train de parler de 5 à 6 000 $. Et en France, je pense que le même moule, tu vas le payer autour de... je pense que tu es à 15 000 $. 15 000 euros. Tu nous parles de moule à tiroir. En fait, pour faire une figurine comme ça, il faut que vous fabriquiez un moule qui vaut très cher, donc. Alors, le moule vaut très cher. Attention, une figurine comme ça, tu en mets plusieurs dans un moule. Si c'est un monobloc, tu vas en mettre peut-être 6 dans un moule. Oui. Ça c'est du 32. Donc 30. Quand on dit du 32, c'est du 32 aux yeux. C'est-à-dire qu'un humain, les yeux d'un humain sont à 32 mm. D'accord. Donc là, on voit que c'est une figurine qui est plus grande qu'un humain, qui doit faire 2,10 m si on la rapportait à l'échelle d'un humain. Et donc, pour la mouler, déjà, c'est du multipart. Donc, dans un moule, elle prend plus d'espace. Oui. Il y a différentes parties. Et ensuite, comme ce sont des moules à tiroir, parce que le problème du moule, c'est le démoulage. Et quand tu démoules sur de la matière qui n'a pas totalement refroidi, sinon tu ne pourrais pas démouler. Et tu as des contraintes qui sont un truc tout con, hein, que Newton a trouvé, c'est la gravité. La gravité, je connais un peu. Et du coup, ce sont des moules extrêmement complexes à faire, qui coûtent très cher en Chine, qui sont absolument inabordables en Europe, qui seraient inabordables en Europe. Tu ne peux pas faire fabriquer ton moule en Chine et te le faire expédier en Europe. Enfin, tous les fabricants refusent. Finalement, en fait, c'est assez marrant. Les moules t'appartiennent. Oui, mais tu les as pas, elles sont dans l'usine. Mais techniquement, si jamais tu demandais à l'usine de te l'envoyer, elle l'aurait mystérieusement perdu. Il doit y avoir un stockage dans les usines de moules. Oui, mais dès que des moules sont plus utilisés, ils sont fondus pour créer d'autres moules. L'intérêt du moule acier, c'est qu'il est quasi inusable.
Mais voilà, donc... Voilà, on est très très précis sur l'usage et les composants des moules. Je vous Oui, conseille, je moi je vous conseille les moules acier, c'est vrai qu'ils sont inusables. On en parlait récemment avec... Non mais alors, après j'arrête. Mais vraiment, pour revenir exactement là-dessus, tu vois, ça, une sculpture comme ça, c'est à peu près, à cette échelle, ça va être 1500 € de sculpture. Bah, elle va tenir un truc comme ça. J'imagine que dans un moule, comme c'est du multipart, peut-être que tu en mets... elle est grande, hein, tu en mets peut-être 3, peut-être que tu en mets que 2. Donc tu vois, sur 6 000 $ de moule. Et tu vas faire avant un dessin, un concept art que tu vas payer aussi à peu près entre 600 et 1000 €. Donc voilà, le coût est quand même, en termes de coût fixe, c'est quand même relativement important, surtout quand on voit le nombre de pièces qu'il y a dans nos Kickstarter. C'est aussi pour ça que le fait de ne pas vendre en boutique, c'est pas voilà, c'est pas une lutte contre les boutiques du tout. C'est juste que c'est absolument invendable. Enfin, voilà, prenons l'exemple d'un jeu. Aujourd'hui, le multiple entre le coût de fabrication d'un jeu et son MSRP, son prix public, c'est aujourd'hui la moyenne elle est à x7. On était à x6 il y a 10 ans, c'est x7, x8 même aujourd'hui. Regarde, nous, si tu prends l'exemple d'une boîte à 50 € de coût de production, ça ferait 350 € en boutique, ça n'a pas de sens. Enfin, personne va acheter ça à 350 €. En allant sur Kickstarter, cette même boîte, nous, on va la vendre, elle nous coûter 50, on va la vendre peut-être 130, donc on va faire une marge très intéressante, mais en termes de valeur, c'est l'intérêt de la désintermédiation, le public fait aussi, lui, un achat extrêmement intéressant. Parce que tout le monde n'est pas obligé de prendre une part, parce qu'il y a moins Alors, il y a quand même quelques intermédiaires, hein. Enfin, tu vois, Kickstarter, avec l'intermédiaire paiement, c'est 10%, tu as une licence, ça va rapidement être entre 10 et 15%, tu as des royautés, hein, pour les auteurs, voilà, tu as quand même, attention, quand je dis la marge, c'est pas, en fait, non, sur un jeu à 130, tu vas retirer, sur Batman, c'est pas dur, on est à 15, 25, je vais pas compter le jeu de rôle, hein, on retire déjà 25 à peu près, et puis la TVA, non, la TVA on la paye après, donc tu vas retirer tout de suite 25% de la somme visible. Ça va très très vite. Mais bon, voilà. Vous êtes toujours sur la chaîne Business Jeux de Société. On vous a parlé chiffres dans cette émission. C'est important, mais ça nous passionne. Ça nous permet aussi de nous rendre compte de ce que c'est. C'est vrai que tu es toujours... on sent que tu as envie d'être transparent sur ces données-là et que même qu'il faut se freiner parce que c'est compliqué. C'est pas forcément intéressant, mais c'est important. Ah si, c'est intéressant. Parce que ça explique aussi pourquoi les choses elles sont faites comme elles sont faites et pas autrement. Oui, non, c'est passionnant. On va faire un petit jeu, notre fameux jeu des enveloppes qu'on fait régulièrement. On va reparler de jeux de société. On reviendra sur les évolutions de la boîte parce que là, on est à Monolith qui a été créé avec Erwan, Loïc et avec Marc Nunes. C'est plus des personnes qui sont dans la boîte. Tu es toujours là. Il y a toujours Marc, on a bien compris. Mais il y a eu d'autres époques derrière. Mais juste avant, on va regarder les jeux. On a quelques enveloppes à l'intérieur. Je vais vous demander de choisir dans ces enveloppes. On a mis des jeux qui vous concernent, des jeux Monolith, mais également des jeux qui concernent des auteurs qui sont présents sur Tower Up. Je vais vous demander de choisir 3 jeux à l'intérieur de cette liste-là. 3 jeux qui, pour vous, les thèmes sont indiqués à l'écran, le jeu qui aurait mérité l'As d'or, d'après vous. C'est une façon de parler, hein. C'est juste pour dire, pour souligner que l'un de ces jeux-là vous tient particulièrement à cœur, ça vous fait plaisir de le citer là-dessus. Le jeu sur lequel vous avez un regret, vous ne choisissez pas le même, un autre jeu sur lequel vous avez un regret, et enfin, un jeu auquel vous auriez envie de jouer là, maintenant. Si on devait arrêter la vidéo à la seconde, quel jeu correspondrait à ce dernier thème? Je vous laisse regarder, et puis on découvre vos choix juste après. On commence par la première rubrique, le jeu qui aurait mérité l'As d'or. Évidemment, c'est une vue de l'esprit, hein. Ne prenez pas ça pour de la prétention, mais c'est important de croire dans les jeux qu'on propose quand on est éditeur. Qui commence? Fred? Non, commence parce que je vais changer le mien. Il a changé. Non, alors c'est pas juste, on ne peut pas changer. Si. Non, parce que tu vas changer en fonction de ma réponse. Ah non, pas du tout. Non, il a changé d'avis. Alors Chloé, quel est le jeu que tu as choisi? Moi j'ai mis Jamaïca. Jamaïca est un jeu qui aurait mérité l'As d'or. C'est vrai que... Alors, jeu qui est signé par Sébastien Pochon, hein, qui est présent ici. Il n'est pas tout seul parce qu'il y a également Malcolm Graff et Bruno Catala. D'ailleurs, j'étais persuadée au moment où on a fait le jeu qu'il l'avait eu et finalement non. Donc, non. Voilà, je l'avais écarté en me disant non, il l'a déjà eu. C'est resté un grand classique effectivement, mais ouais, je pense qu'il aurait mérité. Ouais. Il rentre complètement dans cette catégorie de jeux que tu as cités, hein, à propos de Tower Up aussi, c'est-à-dire des jeux qui sont simples d'accès,
mais des classiques en fait. On a l'impression que c'est un classique Jamaïca, que l'on connaît par cœur et qui il aurait sa place dans votre maison d'édition. Alors aujourd'hui, c'est Space Cowboy qui le fait. Je ne sais plus si oui, c'est je crois. Space Cowboy, ouais. Il est édité par Space Cowboy, ça fait partie des piliers. En tout cas, des jeux, si vous ne le connaissez pas, il faut y jeter un petit coup d'œil. Tu t'en sors? Ouais, c'est pas grave, je veux dire, mais c'est pas. Je vais jouer un peu avec la définition. Ah là là, il joue avec la définition. Ouais. Quel jeu aurait mérité l'As d'or de ton point de vue? Non, mais alors c'est pas l'As d'or, mais moi je trouve. Ouais, alors je veux dire, c'est très égotique. Je veux dire Conan, mais pas l'As d'or évidemment. Il était sélectionné, Conan. Pas pour l'As d'or, il était sélectionné pour le prix. Si. Non, mais c'était le prix, c'est pas l'As d'or. Non, mais c'est des As d'or, c'est l'As d'or expert. Il a Ah. été sélectionné dans la catégorie expert de l'As d'or. Alors, mais c'est en même temps le jeu là-dessus pour lequel j'ai un regret parce que tel que j'avais écrit la règle, Ouais. c'était pas faisable parce que encore une fois la règle était lacunaire. J'avais fait beaucoup de, voilà, j'avais mal écrit. J'aurais jamais dû écrire la règle moi-même. Mais je pense que quand tu vois la vie du jeu ex post ensuite, et si la règle avait été à l'époque, enfin si le travail d'édition, mais surtout de règle, avait été au niveau de ce qu'on a le jeu. promis, Ouais. je pense qu'il aurait mérité une récompense parce que c'est un jeu qui dure au final. Enfin, sincèrement, des jeux qu'on 10 ans. 40 000 exemplaires sur un jeu de cette taille-là. Ouais, mais alors là, pour le coup, je vais pas parler de nombre d'exemplaires, mais je vais parler de durée Oui. d'existence. Donc, moi, mais parce que Conan, j'aime vraiment, j'adore. Donc, c'est absolument pas objectif. C'est vraiment pas objectif. Mais voilà, moi, j'ai trop de sentiments pour Conan pour ne pas le citer quelque part aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. Et, Mais non, mais tu as tout à fait raison. C'est un jeu auquel Mais non, mais tu crois. parce que C'est un déjà, jeu c'est bizarre. qui a connu d'autres versions moi, aussi, parce que c'est la mécanique centrale de Conan et celle aussi de Batman. Mais c'est vraiment sur Conan que je préfère. Sur Conan. Parce que, non, mais parce que Conan, j'adore l'univers et j'adore j'adore cette mécanique. Et c'est un jeu dont je suis fier. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit un moment acté par le milieu. Ça l'a été un peu, parce que c'est vrai que quand on est sélectionné sur l'As d'or, il faut aussi en profiter en se disant que c'est une reconnaissance. C'est vrai, non mais tu as raison. Non mais tu as raison, mais c'était puis c'est une période un peu compliquée. Il y avait justement comme on avait déçu pas mal de gens, notamment avec cette question de la formulation de la règle. Qui a été retirée, on a eu une Oui, règle mais la règle a 1.5, été ouais. voilà, mais alors ce n'était pas le cas et voilà, c'était voilà, on va dire que c'était une période de tension. Il y avait pas mal de tension à l'époque. Kickstarter, c'est toujours un lieu propice à la tension. Hein. C'est vrai, parce qu'en fait, ça correspond aussi à la deuxième question qu'on avait posée, puisque le jeu sur lequel vous avez un regret, on sent que tu as un regret sur cette fameuse règle. Exactement. Parce que si on avait vraiment fait la règle parfaitement, je pense que, enfin si j'avais, parce que encore une fois, alors là c'est 100% ma faute, je pense que une partie des tensions n'aurait pas existé. Je pense qu'il y a eu une sorte de clivage au sein de la communauté. Moi-même, j'ai peut-être été trop incisif parfois, mais c'était vraiment une période bizarre, et puis un peu, parfois même trop loin dans le franc-parler. Enfin, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas dire peut-être. Et pas, voilà, j'étais pas... Après cette émission-là, tu peux dire les choses. Non, mais bien sûr. Mais bon, voilà, à cette époque, c'était très spécial, mais je mettrais... Ouais, j'aime tellement Conan que je dois le mettre. Enfin, tu vois, c'est... On comprend. Voilà. Conan, c'est vraiment fondateur dans ma carrière, c'est fondateur. Enfin, c'est pas fondateur, mais c'est extrêmement important. C'est important de le souligner aussi, Voilà. parce qu'on est là pour ça, en fait, pour retracer l'histoire de Monolith, et on comprend l'importance de ce jeu en particulier. Garde la main, Fred, quel est le jeu sur lequel tu as un regret, du coup? Alors, pour le coup, là, c'est The Adventurer. Oui, alors ça c'était avant Monolith, c'était un jeu... Moi j'ai trouvé ça génial. Non, mais moi aussi, mais justement, j'ai le regret de l'avoir vendu. En fait, Parce que c'était chez qui Alors, en Y a fait, pas une- The Adventurer, je l'ai eu... c'est le jeu qui m'a fait me dire qu'il fallait que j'en fasse mon métier, parce que David Preti, qui est devenu le directeur éditorial de Cool Mini plus tard, oui, c'était ça. m'a emmené pour la première fois en tant que professionnel aux États-Unis à la Gen Con, et ça a été une véritable claque. Et en rentrant de la Gen Con, je suis allé voir mon banquier, voilà, je me rappelle, pour emprunter de l'argent pour essayer d'éditer Timeline et me dire voilà, je veux
je veux avoir je veux pouvoir en vivre, J'aurais donc tellement je aimé ne être là. pourrais pas me contenter de pourcentage, donc je veux coéditer les jeux que je vais Ouais. faire. Oui, c'est vrai que ce contrat de pourcentage, c'est très très compliqué dans le C'est monde très du jeu. Je parle en compliqué. tant qu'auteur. Ouais. Voilà, donc je voulais participer financièrement à mes jeux. Et donc, bon, à l'époque, c'était même pas BombX encore, hein, c'était vraiment Asgard. Et voilà, j'avais besoin d'emprunter de l'argent pour participer au jeu. Et ça marchait, ça? Le banquier était d'accord? J'en ai vu trois. Ouais. Moi, je suis banquier, Le dernier, je suis pas je l'ai banquier, fait hein. jouer. Non, je l'ai fait jouer. Finalement, il m'a accordé un prêt. Ouais, il m'a accordé un prêt de 20 000 euros. Waouh, j'aurais tellement Parce voulu que voir tu as ça. joué Et, avec lui. ouais, Attendez, je vous fais jouer, monsieur le banquier. Mais en plus, Ça doit être extraordinaire. Je veux voir la scène. Est-ce qu'on peut trouver des acteurs pour Non, mais jouer sur le j'étais film en Monolith, plus, voilà. Fred Henry Bah, personne pouvait. Non, mais à l'époque, je gagnais vraiment pas d'argent. J'étais insolvable. J'étais complètement. Donc, j'avais aucune chance de me faire prêter de l'argent. Au début, je voulais un crédit à la consommation. Sauf Ouais. que Les taux sont élevés. bah ouais, mais bon, c'était ça ou rien. Sauf que comme c'était pas pour une voiture ou une télé, il y avait rien en cas de non-paiement qui pouvait me saisir et revendre. Ah oui. Ça a été refusé. Et donc voilà, le troisième banquier, après avoir joué, lui, il a adoré et il a accepté de me prêter l'argent. Je le remercie encore. Et donc j'ai pu financer. Il a été gagnant. J'ai pu financer, cofinancer Timeline. Et Mais Adventure, c'était avant. Oui, mais parce que Adventure, en fait, toute cette histoire, c'était en 2009. C'est là où mais Timeline, c'est une longue histoire. Hein. C'est en 2005, personne n'en veut. Trop cher, aucune rejouabilité. Aujourd'hui, c'est même plus un critère, la rejouabilité. Mais à l'époque, c'était aucune rejouabilité, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, dire que, regarde, une fois que tu connais les cartes, quel intérêt? Bah si, ouais, mais t'as appris des trucs. Si tu les connais, c'est que t'as appris un truc. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, en 2009, grâce à ce jeu, je vais aux États-Unis, je passe un moment hallucinant. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment incroyable. Et du coup, c'est ce qui m'a. Voilà, j'ai arrêté, j'étais en thèse et tout, j'ai laissé tomber la thèse, je veux faire ça. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Mais ça, c'est grâce à ce jeu. Adventure, un jeu d'aventure. Il y a eu 2 boîtes. Hein, Il y a eu 2 boîtes qui avaient plutôt bien marché, hein, franchement. Je pense oui, Adventure, un bon bouche à oreille. Alors, c'est pas des succès absolument immenses, non, mais c'est un jeu qui a disparu. Succès d'estime. Voilà, c'est un succès d'estime. C'est quand même 40 000 boîtes aussi, hein, les deux cumulés. C'est 20 000 boîtes par jeu, je crois que c'est 25 et 15. Mais bon, c'est un jeu qui a été qui a disparu ensuite des radars complètement, mais qui était qui m'a vraiment marqué parce que c'est le début de ma professionnalisation, on va dire. Et donc là, tu aimerais l'avoir au catalogue aujourd'hui? Tu aimerais pouvoir en être propriétaire? Si je l'avais pas vendu, oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas si c'est un jeu qui pourrait être édité encore, si ça pourrait marcher. Voilà, il y a des souvenirs, ouais. Mais en tout cas, je regrette de l'avoir vendu. Je l'ai vendu à Cool Mini. J'ai vendu même la totalité de mes droits. Hein. Je reste auteur sur le jeu. Mais il est plus disponible aujourd'hui. Non, mais... Il est cher. Non, mais si. Enfin, il y a eu un travail. Cool Mini a retravaillé. Je crois qu'il y a une 3e boîte qui est en cours. Enfin, c'est même sûr. Mais c'est pas chez moi. D'accord. Voilà. Chloé, est-ce que tu as un regret? Alors c'est peut-être plus dur parce que tu n'as pas beaucoup de jeux sur lesquels tu as travaillé toi. Effectivement, et pour le coup j'ai pas mis Tower Up parce que j'ai 0 regret dessus. Non, j'ai mis Cardline en fait, parce que je trouve qu'il y a encore énormément de choses à faire avec ce jeu. Aujourd'hui, donc c'est vrai que Cardline c'est un jeu qui commence à dater maintenant, autant dans la mécanique, même si je trouve qu'elle est encore très intéressante aujourd'hui, que dans les thèmes, que dans le traitement visuel. Et je pense que ça peut être un jeu qui est encore actuel, pas évidemment dans sa version telle qu'on la connaît et qui est encore sur le marché aujourd'hui. Et je pense que mon regret, c'est un peu de pas en avoir fait quelque chose et de pas l'avoir retravaillé. Alors on va voir, peut-être que ce sera dans les tuyaux plus tard, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit sur différents thèmes ou avec différentes mécaniques, en gardant cette base qui est en fait un peu évidemment dans un autre registre, mais ce qu'on a fait avec Tower Up, à savoir des règles hyper simples qui s'expliquent très très rapidement et qui peuvent se jouer et se rejouer et se décliner dans pas mal de différents thèmes. Voilà.
C'est vrai que tu avais des thèmes dans tout. Je sais pas si tu as fait jouer à Chloé tous les thèmes qu'il y a eu sur Cardline dans Non, des versions mais, intermédiaires. ouais. Je me rappelle, Non, moi, j'ai de pas joué à tout, la version non. bouffe. Ouais. Bah oui, mais tu vois, mais ça, je regrette qu'il soit pas sorti. Bah, c'était super rigolo, hein, avec des Ouais. calories. Ouais. Des Mais aliments. on en a parlé, Oui, effectivement. oui, on en a parlé, mais c'est vrai On en qu'il a y avait un reparlé. proto qui avait été fait. Et, Ça, c'est vieux, c'est avec Myriam. Enfin, c'était. Ah bah, J'avais je suis vieux aussi. j'avais malheureusement. engagé 2 nutritionnistes pour faire les cartes et tout, et ouais, c'était intéressant. Mais après, la question, c'était la question du est-ce qu'il y a un marché, enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait un marché là-dessus, est-ce que ça pouvait Moi, je intéresser suis les sûr gens que si. Moi, Alors, je pense franchement, qu'effectivement, le Carline avec des calories, le piquez pas. Vous qui regardez la vidéo, ça appartient à Fred Henry, Ouais, on le t'avais- dit là. Tu avais le Mais- truc, t'avais les calories, les Bah, c'était protéines, super. lipides, glucides, des trucs comme C'était- ça. Moi, je le Mais, veux, celui-là. C'est très niche quand même. C'est niche, mais c'est très niche. rigolo. En fait, pour moi, pour que ça marche, il a fallu un truc avec le gouvernement sur le fameux manger-bouger. En fait, on l'appelait Cardinal manger-bouger. Tu avais Ouais. aussi par exemple, je sais pas, 1 heure de marche, des trucs comme ça. Ah oui. Et tu vois, Alors, et tu non, jouais ouais. sur les deux. Faut Bah, le voilà, faire. Moi, je bien. pense qu'il faut le faire. Dites-le dans les commentaires, mais Mais dans le cadre de manger-bouger, mais après, tu vois, ça voulait dire travailler avec l'État. Et c'est extrêmement difficile d'avoir des contacts. En fait, c'est ah très. oui, ouais. Enfin, nous, c'est pas un réseau qu'on a aujourd'hui. Si quelqu'un a le réseau dans le public, évidemment, ça change tout. Chloé, le jeu auquel tu as envie de jouer là maintenant. Alors, c'est un jeu qui a déjà été cité, Ouais. pour le coup. Alors, Moi, tu vois. j'ai jamais joué à Asia avant. Oh. Ah ouais, Ah Ouais. bah oui, bah Je oui. sais, on en avait Bah, déjà parlé. C'est très dur à trouver. Hein. Et Moi, tu vois, évidemment, c'est pour ça que j'ai Bon, jamais tu vois, joué. j'en ai pas. Mais, T'en as pas Moi, Voilà. j'ai aucun jeu, j'ai pas de jeu chez moi, j'ai même pas mes jeux chez moi. Moi, j'ai fouillé. hein, J'ai le mais Jarnac, bah, voilà. J'ai le bah, Jarnac, tu vois, j'ai acheté. J'ai pas les deux, moi, mais Et je, ben, je Martin, pense que si j'en tu ai un nous trouves quelque une part. boîte, J'en on ai fait pas. une partie juste après cette émission. Moi, j'en ai pas. Et auquel on aimerait jouer. Bah, moi, alors, c'est un jeu de rôle, justement. Je Ouais. vais prendre le Batman parce que j'adore. Et je suis très, très, très content du travail de l'équipe de Batman. Hein, voilà. Notamment Olivier, enfin voilà, il y a Nicolas, il y a plein de gens aussi, donc je vais... Robin, le Joker. Voilà. Non, je vais pas citer tout le monde, mais je suis très très content du travail qui a été fait sur Batman. C'est du jeu de rôle et j'aime, alors voilà, moi vraiment j'aime Oui. le jeu de rôle. Alors, il y a une Et là, dimension. enfin, je peux faire du jeu de rôle et je peux mélanger, là, pour le coup, à 100% plaisir et travail. Ça, Là, c'est, dans ce cas, t'es maître du jeu quand tu fais. moi, alors je joue les deux. J'aime bien être joueur, mais j'aime beaucoup être maître du jeu. Alors, de fait, comme nous, alors j'ai plusieurs groupes, mais notamment un groupe d'amis d'enfance avec lesquels on tourne, les rôles tournent. Donc, tu vois, on est 5-6, donc voilà, une fois sur 5, t'es maître du jeu, 4 fois sur 5, t'es joueur, etc. Ouais, et puis les rôles à l'intérieur tournent, c'est une fois sur 5, t'es Batman, une fois sur 5, Ah non, t'es non, pas George. spécialement Batman, on a chacun, par contre, chacun a son jeu de prédilection. Oui, Chacun, quand tu viens avec, t'es maître de ton jeu. d'accord. Enfin, souvent de tes jeux, en réalité, parce qu'on a beaucoup de jeux. Mais voilà, et Batman, je suis très très content du travail qu'on a fait. Et oui, justement, je peux y jouer, pas en tant qu'éditeur cette fois, en tant que joueur. Et pas en tant que playtester. Tu vois, c'est pas du playtest, là c'est vraiment jeu. C'est vraiment jouer. C'est pas essayer, c'est pas tester, c'est jouer. Ouais. Donc voilà, non, ça c'est... Là, si tu me proposes une partie, je te dirais oui, évidemment, on va pas jouer, faire un jeu de rôle là tout de suite. Là tout de suite, oui, ça va être compliqué, mais c'est vrai que le jeu de rôle, on n'en fait pas suffisamment, c'est toujours difficile à placer. Il faut une vraie organisation là-dessus. Oui, mais ça, je C'est suis souvent pas dans les tout envies. à fait d'accord, parce que, enfin oui, mais pas plus qu'un jeu, alors qu'un gros jeu. Oui. Tu vois, alors oui, Non, mais il y a l'appel de la partie d'après. Tu vas pas faire une c'est soirée vrai. sur un jeu de rôle. Ah tu vas non, quand tu même peux en pas faire soirée. Ah plusieurs. oui, non, mais tu organises, oui. Mais après, il y a voilà, il y a plein de calendriers. Nous, on s'arrange, on a des calendriers en ligne qu'on remplit. Tout le monde, voilà, tout le monde met un peu du sien. Mais après, je te parle pas de jouer tout le temps. Je parle de jouer une fois par semaine ou une fois par mois. Je suis d'accord. C'est Je suis faisable. d'accord. Ça On va reste faire ça, faisable. on va s'organiser. On va prendre un calendrier. On revient sur l'histoire de Monolith. On a parlé de la première époque de Monolith. L'équipe a changé. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes personnes qui sont... on n'a Oui. plus Erwan. Erwan a quitté le navire Monolith, Oui. par exemple. À quelle époque? Alors ça s'est fait en 2019, mais voilà, il y a eu des accords assez profonds, financièrement, Oui. voilà, des accords sur la gérance, sur... Ça, c'est des histoires qui arrivent dans des boîtes de jeux de société, quoi qu'il arrive, dans des boîtes.
Oui, oui, bien quelle sûr. qu'elle soit, il y a Mais, souvent des mouvements, et c'est vrai que c'est une deuxième époque qui a commencé, après cette première naissance, donc Il y a eu la naissance avec vos Ouais. 4 têtes aux commandes. Ouais. Il y a une deuxième époque qui a commencé où tu as continué les projets. Il y avait des problématiques financières qui étaient importantes et Oui. il y avait des. Voilà. Nous, il avait fallu remettre plusieurs fois de l'argent dans la boîte. Moi, j'ai remis. En fait, c'est marrant, hein, mais Monolith, si Monolith n'existait pas, j'aurais beaucoup plus d'argent. Tu vois, je parle beaucoup d'argent. Par mais rapport au jeu Monolith- que tu as publié en tant qu'auteur. Ouais, parce qu'on croit que. Déjà, je ne me paye pas hein, sur Monolith. Voilà. Encore aujourd'hui? Non, je me paye pas. Ah non, mais ça m'intéresse pas de me payer. Alors ça, c'est pas Oui, vrai. après, Je pourrais me payer sur Monolith, mais je refuse de me payer sur Monolith. Tout l'argent de Monolith doit aller à la croissance de Monolith. Monolith, c'est. c'est parce que tu peux, parce que moi j'aime. Oui. Pareil, je me paye pas sur un Non, mode mais de jeu, bien mais sûr. j'aimerais beaucoup me payer quand même. Non, Parce c'est que vrai, je tu peux as pas, raison. en vrai. Non, tu as raison. Non, mais voilà. Mais sauf que Monolith a eu des trous de trésor assez importants. Il y avait sur la. Je pense qu'on a été gourmand, enfin, en termes d'embauche, trop. On était une dizaine à l'époque. Alors ça peut paraître pas C'est vrai beaucoup. que le nombre d'employés dans Monolith a fluctué en fonction des époques. Ouais, exactement. Donc sur cette première époque, vous êtes monté à une dizaine, tu me On est dis monté à une dizaine de salariés et en fait, malgré les sommes qu'on récoltait, c'était trop parce que les projets étaient quand même beaucoup plus longs. C'est-à-dire que nous, on ne calibrait pas la. Enfin, en fait, on se trompait sur la réalité de la durée de nos projets. Voilà, donc on avait une masse salariale qui devait être autour de. Enfin, des frais de structure, je pense qu'on était à 750 000. Ce qui nous semblait pour nous déjà énorme. Hein. Ça, c'est les frais annuels. Ouais, mais à côté, Faut tu sortir, ouais. avais plus de 2 millions chez Mythic. Hein. On était en concurrence avec Mythic et nous, avec 750 000, c'était chaud déjà. Quoi. Ouais. En fait, comme les projets étaient beaucoup plus longs que prévu, on s'aperçoit à chaque fois que ça devait durer 6 mois. Je vais prendre un exemple tout con. Hein. Parce que Batman était un spin-off de Conan, Oui, on pensait initialement qu'en 6 mois, ça serait plus on vite. pouvait le Ouais. faire. Ouais. On a mis 2 ans à le faire. Tu Et vois, donc forcément, et, là, du coup, là quand on où voit que t'avais, l'entreprise coûte 750 000 par voilà, an, là où le t'avais prix du jeu prévu augmente. la moitié, tu te retrouves avec 2 fois plus. Ça fait tout simplement 4 fois plus en ratio. Oui. C'est ça. Et du coup, ça coûte très cher. Et ça, c'était un peu vrai pour tous les projets. Je pense qu'on. Voilà, Bon, il y a une période qui a été plus difficile de ce que je comprends de ce que tu nous racontes à propos de ça. Décision et l'entreprise a connu une deuxième époque. Donc une Donc deuxième voilà. époque. On voit le projet Beyond the Monolith. Je me rappelle Ça, très bien de ce c'était- projet-là ouais, qui n'a alors pas c'était fonctionné. C'était après la scission. C'était après la scission, mais alors ça n'a rien à voir avec la scission, ça. La scission, elle avait été consommée avant. Il n'y a pas que des succès, c'est ça aussi qu'il faut Non, raconter bien dans sûr. l'histoire. du jeu. Beyond the Monolith, c'est un beau crash, mais qui finalement a été rattrapé par la campagne. En fait, 80% du matériel de Beyond the Monolith a servi à faire la campagne suivante de Conan, Ouais. qui n'est pas là, je crois, et là qui s'est montrée très très intéressante, mais aussi parce qu'elle a eu lieu pendant le Covid et qu'on a ouvert. En fait, il y avait beaucoup de demandes sur les anciennes références, et donc on a ouvert les anciennes références pendant le PM. C'est une campagne qui avait fait 700 000 $ pendant la campagne elle-même, et qui a fait 1 million de plus pendant le PM. Ah, ça c'est fou. Et, Ça on ne se rend pas compte hein, parce qu'on voit les montants globaux. Et là, et c'était Ça que du change reprint, donc ça a vraiment été un gros coup de boost. Finalement, c'est marrant parce que sans Beyond the Monolith, on n'aurait pas fait ce truc-là, parce que cette campagne était vraiment faite pour rattraper Beyond the Monolith, quoi. Ouais. Bricoler avec ce qu'on avait fait faire pour Beyond. Donc là, bon, c'est la vie d'une entreprise, des changements, il y a une période, tu m'as dit qu'à un moment, vous êtes descendu à 0 employé. À ce moment-là, Beyond the Monolith, on était avant Beyond, quand j'ai récupéré, quand Erwan et son frère sont partis, on était à 0 employé. Moi, j'ai dû renvoyer tout le monde. Enfin, on a fait des parts arrangées, hein. Ouais. Ça a un coût aussi. Voilà, on était 0. Et donc, on a commencé à faire du freelancing sur les projets. Donc travailler avec des freelances qui Voilà. se sont C'est comme ça greffés. qu'on a rencontré Gilles, par exemple, Ouais. qui a été salarié par la suite. Mais il y a eu vraiment une période de reconstruction-redressement. Pour être tout à fait honnête, moi quand j'ai récupéré la boîte, on a fait un audit, on avait un truc comme 600 000 € de dette. Ouais. Donc des vrais.
j'imagine que l'une des solutions aurait été peut-être de repartir à zéro, d'effacer les dettes. Non, parce qu'on avait des projets à livrer. Ouais, moi, à bon, cette époque... d'autres l'ont fait. Hein. Ouais, mais ça... Non, mais moi, j'ai remis... Alors, c'est chiant, parce que les gens vont croire que je suis riche, mais non, j'ai remis, moi, 400 000 euros de ma poche. Ouais. J'avais pas de maison, rien du tout, hein, attention, hein, j'aurais pu m'acheter une maison à la place. Hein. J'ai remis 400 000 euros de ma poche. Je me rappelle d'avoir fait un chèque de 250 000 euros à Philibert pour qu'il puisse livrer les Batman. Tu vois, c'est extraordinaire. Et puis alors, de non, ta mais poche, là, ça veut dire que c'est des ruiné. sous sur lesquels tu as déjà payé des impôts parce que c'est pas la même. Oui, mais c'est pas le ce même que je veux dire, c'est système que pour les là, à entreprises. cette époque-là, Moi, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé de remettre des sous dans le monde du jeu, ça fait mal au cœur. Tout ce que j'avais gagné dans le monde du jeu, enfin, j'ai eu la chance de vendre beaucoup de jeux, et tout ce que j'avais gagné jusque-là, c'est pour ça que c'était vraiment, psychologiquement, c'était dur à cette époque. Parce que j'étais littéralement ruiné. Voilà. Tout ce que j'avais mis de côté depuis 10 ans dans le monde du jeu, j'étais ruiné. Non, mais ça m'a fait bizarre hein, quand ensuite, comme tu dis, d'autres l'ont fait. Putain, je me suis dit, mais attends, en fait, je suis un con. Non, mais je suis très heureux de l'avoir fait. Mais je veux dire, voilà, ça m'a... Là, j'étais vraiment ruiné. Et il y a eu ce retour magique de Conan. Là. En fait, Conan, ça a toujours été... c'est aussi pour... Non, mais Conan, vraiment, j'ai un amour pour Conan. Parce qu'à chaque fois, tu peux toujours compter sur Conan. Conan, voilà, quand Conan, on a fait cette campagne, après Beyond, putain, on s'est mis... on était à nouveau bien, on pouvait à nouveau lancer des projets, on pouvait livrer la totalité de nos projets, on pouvait fabriquer nos fabs, enfin faire nos fabs, c'était... voilà, ça, c'était super. Par contre, ça a été un électrochoc de fou sur, attention, ça peut aller très 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 vite. Donc maintenant, on rationalise, on réfléchit, on ne vend plus de promesses, on devient très rigide. C'est presque trop rigide, hein, parfois. On nous a souvent reproché le manque de paillettes hein, dans nos campagnes, parfois la froideur de mon discours. Mais j'ai pas eu un discours toujours aussi froid. Mais c'est vrai que là, ça m'a mis une claque monumentale. Oui. Enfin, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, sincèrement, à titre perso, ruiné. Et c'était un peu compliqué. Et heureusement, Conan est revenu. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment, Conan, ça... Alors d'autres projets, depuis notamment, vous avez repris les Mythic Battles, alors ça était peut-être d'avant aussi, mais vous mais tu vois, justement, c'est intéressant, parce que les gens nous reprochent souvent notre propension à faire du reprint. Oui. Mais... En fait, c'est ce qui rend le modèle, justement, parce que c'est un modèle basé sur les coûts fixes, c'est ce qui le rend soutenable. C'est que parce qu'on fait beaucoup de reprint, le moment du reprint, c'est extrêmement rentable. Faut le dire, mais aussi parce que lorsque tu ne fais pas de reprint, c'est très très peu rentable. Donc le reprint, ça vient rendre soutenable le tout, et c'est parce qu'on n'est pas en boutique qu'on peut faire du reprint. Ce que je veux dire, c'est que ça fait système. Si aujourd'hui nous étions en boutique, je pense qu'on serait mort. Et puis surtout le reprint sur des jeux boutiques, parfois ça tue les entreprises parce qu'on retire un jeu sur une attente qui n'est pas là, qu'on a mal jugé. Et là vous la connaissez, l'attente. Non, parce que j'ai souvent cette discussion avec les boutiquiers de ouais, mais pourquoi vous vendez pas en boutique Enfin, et souvent, voilà, je suis le méchant de l'histoire hein, parce que je vends pas en boutique. Mais je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte des taux d'intermédiation et donc des marges réelles sur les jeux lorsqu'ils étaient éditeurs. Et moi, encore une fois, en vendant en boutique, on n'aurait jamais pu se redresser. Parce qu'on n'aurait pas pu faire de reprint. Tu ne peux pas reprinter un jeu qui est en boutique. Si moi je mets 10 000 Mythic Battle en boutique, je ne peux pas reprinter Mythic Battle. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne peux pas faire un KS Mythic Battle. Sauf que les marges ne sont pas du tout les mêmes. Si aujourd'hui je vends 2000 Mythic Battle, je gagne plus d'argent qu'en vendant 10 000 en boutique. Oui. On est vraiment sur ces proportions. Ah oui, non, on connaît bien ça. Puis dans d'autres domaines, c'est des réflexions qui se croisent. Hein. Pour les auteurs de bande dessinée, par exemple, je connais un peu le domaine. De temps en temps, je fais la comparaison. Je pense que mais il vaudrait mieux imprimer soi-même ces bouquins que de les proposer même à un éditeur. Et de les proposer donc en boutique, parce que les marges sont tellement ridicules pour l'auteur qui touche presque rien alors que c'est l'essentiel du travail. Il y a des points de comparaison. Mais bon, voilà, pour revenir sur cette période, c'était très compliqué parce que je me suis d'un coup senti écrasé. Mais là, ça va mieux, et puis surtout, ça va mieux. C'est un canapé, c'est pas un divan. Non, j'insiste beaucoup dessus. Non, mais tu me poses la question. Mais c'est passionnant. Cette séquence-là, elle est aussi passionnante parce qu'elle explique beaucoup de choses, à la fois de la direction que vous avez prise maintenant, et de ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'un itinéraire ludique aussi, puisqu'on n'est pas tous des chefs d'entreprise. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, on me reproche souvent de parler trop d'argent. Mais je te dis, tu parles de toi.
mais parce que si... En fait, c'est là que tu vois que l'argent c'est important, parce que l'argent c'est important aussi pour les pledgers, parce que le pire chose qui puisse arriver quand un mec te donne son argent, c'est que tu le livres pas. Ouais. Tu vois, et ça, donc parler argent, c'est pas, oui, c'est pas beau, ça se fait pas beaucoup. On te notamment reproche en vraiment France. ça parce que moi j'ai Ah ouais, l'impression si que je c'était vois, quand même plus non, mais apprécié que. sur les... Ouais, mais des fois, moi, on m'a pas mal reproché de... Comme si je ne m'intéressais pas à ce que je faisais, Ah enfin, oui. je ne voyais ça Ouais. comme un business. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi... parler d'argent, c'est important parce qu'il faut aussi savoir que tu dois pouvoir toujours livrer ton pledger. C'est juste le truc le plus important. Et si tu ne le fais pas, bah, tu vas le payer toi-même et alors tu vas à nouveau te ruiner. Donc voilà, parce que il y a, enfin c'est même pas, et je suis désolé, hein, c'est pas une façon de parler, mais c'est même pas dans mon logiciel, évidemment pas dans celui de Marc, de dire bah c'est pas grave, on ferme la boîte et on laisse les gens. Non, on va payer et on va se retrouver. Et on peut se retrouver, pas à Marc, mais je peux me retrouver sur la paille très rapidement. Mais je paierai toujours. C'est Moi un j'aime truc que beaucoup je fais aussi pas, qu'on parle je d'argent. n'ai pas de dette. Voilà, je n'ai pas Je de comprends dette. complètement. Le fait de parler de ces questions-là, c'est aussi montrer l'intérêt qu'on a par rapport à la vision générale, l'avenir, le regard sur ce qu'on a fait. Et parce que c'est la et ça question de la passionne. pérennité. Ça passionne, on le voit, vous le verrez dans les commentaires. De toute façon, ça c'est la question passionne de la les gens. pérennité du truc. Ouais. Et voilà, une fois que tu t'es pris une claque, une vraie, très très grosse claque, tu vois un peu les choses autrement et tu fais plus attention. Cette nouvelle période de Monolith, elle se lance aussi, tu l'incarnes également, Chloé, avec cette nouvelle ligne. Alors, on va parler, on arrive sur la fin de l'émission. Il y aura encore tellement de choses à dire. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets-là, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. On va parler de l'avenir, des jeux qui vont arriver. Donc, tout de suite, il est trop tôt pour parler peut-être du prochain retail. Effectivement, et en même temps, Tower Up n'est pas sorti, donc le prochain il est vraiment trop retail, tôt. c'est Tower Up. C'est Tower Up. Au moment où on Mais enregistre. non, celui qui est derrière, oui, c'est encore trop tôt. On le découvrira, mais par pour en contre, parler. on peut venir te voir. C'est pour les auteurs qui ont des projets à présenter. On peut complètement venir me voir, on peut venir nous voir en salon. Généralement, nous sommes sur les grands salons, Essen, Cannes, etc. On peut venir nous voir au bureau. On a des bureaux dans Paris qui sont ouverts et grand ouverts. Je vais venir. N'hésitez pas, mais Martin, avec grand Non, mais plaisir. j'adorerais. J'ai Non, pas non, beaucoup de mais temps pour le vraiment. On est faire. bien mais j'aimerais reçus bien en voir. plus. Tu vois, je fais le café. Il y a du café. Ah, je fais Il y a le du café. 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 Franchement, voilà, voilà. Tu t'invites les gens et moi je ferai le café. Mais avec vraiment très, très grand plaisir aussi parce que, voilà, comme on le disait, on fait peu de projets. Les jeux, évidemment, qu'on choisit de faire, pour nous, c'est très important de les porter. C'est très important de porter aussi les gens derrière qui les font. C'est des relations de travail qui sont longues. Et pour nous, c'est très important d'avoir vraiment ces relations tant dans le développement qu'après. Donc, la première étape, c'est effectivement, venez nous voir au bureau. On est ouvert et on vous recevra avec très grand plaisir et avec du café. Bah, J'ai très envie de venir. Moi, c'est un truc qu'on fait très peu sur un monde de jeu, mais parce qu'on manque un petit peu de temps et c'est aussi des questions qui se posent. Mais pouvoir voir où les gens qui travaillent, qui nous offrent ces jeux vivent, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Sur le financement participatif, le prochain projet, c'est Berserk. alors, c'est pas le prochain projet. C'est pas le prochain. Parce que là, on a des... En tout cas, c'est un de ceux dont on a entendu parler et qui nous attire Parce l'œil. que c'est un projet majeur. Là, on sort d'une période d'investissement. Voilà, l'année dernière, on a sorti plus d'1 million d'investissements pour finir les projets là qui vont sortir. Ouais. Donc, Donc, il y a Berserk, eu peu de sorties l'année dernière. il y a quasiment pas eu de sortie l'année dernière. Il y a eu mais Sfet qui s'est voilà, fait. tu as eu Sfet, tu as eu en tout début d'année Conan, mais dont tu avais beaucoup de reprints dans Conan. Ouais. Ça, je vais pas dire que c'est des choses faciles, mais si en fait la partie reprint, c'est quand même la partie vraiment de très loin la plus facile. Mais là, donc on a des sorties jeux de rôle qui sont encore une fois. Là, on a Conan qui va sortir en jeu de rôle Oui. dans un mois, même pas un mois, bon, on va dire un mois, 3 semaines et demie. Mais c'est comment dire, c'est pas c'est important sans être absolument stratégique. Le jeu de rôle, c'est aussi voilà, c'est pas très grave de se rater sur du jeu de rôle, c'est pas trop grave de se rater sur du jeu de rôle. C'est pas les mêmes chiffres de vente non plus. C'est pas les mêmes chiffres de vente, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes risques. Les projets vraiment majeurs, c'est L5R et Berserk. On a aussi, parce qu'on a racheté à AMG Reichbuster, on a refait vraiment, il y a eu un gros travail qui a été refait sur le système de jeu de Reichbuster. Oui. Et ça, c'est une OP
voilà, c'est pareil, c'est pas un gros investissement, mais c'est un truc qui peut être très intéressant parce que je pense que quand on va faire jouer les gens qui connaissaient l'ancienne version, là je suis quasiment sûr à 100% qu'on aura quasi 100% de retour très positif sur l'évolution. Mais oui, Reste sûr, je note. Hein. C'est L5R et Berserk. Alors, L5R et Berserk, on va dire que ce sont les deux blockbusters dans les prochains. C'est très très attendu. Là, forcément, on est sur un public qui connaît le jeu depuis un certain temps. Peut-être pour L5R. Berserk, c'est moins le cas, puisque là, on est sur un manga à succès. C'est intéressant, Berserk, parce que c'est. Passionne. Berserk, il y a vraiment des fans, il y a une communauté là. Commencé en le début de Berserk, des relations pour avoir la licence, c'est très compliqué d'avoir une licence de manga. C'était en juillet 2022, pour être absolument exact. Le premier coup de fil, c'est le jour où moi j'avais publié justement mes factures de containers. Donc on doit être autour du 22 juillet 2022 ou peut-être légèrement avant. Voilà, ça a été le début de l'histoire Berserk. Ça a mis 2 ans pour arriver jusqu'à la signature et paiement des royautés des avances. Et évidemment, le jeu est en préparation depuis plus d'1 an. C'est-à-dire tous les systèmes, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. On a toujours su qu'on allait signer. Après, c'est juste que il y a beaucoup de points, c'est très long. Mais bon, en fait, dès lors qu'on a envoyé, c'est marrant, c'est que dès lors qu'on a envoyé Batman, on savait qu'on allait signer. Enfin, les retours avaient été dithyrambiques sur ce qu'on faisait. En fait, les gens de la licence ne connaissaient pas du tout. C'est marrant, c'est exactement ce qui s'est passé pour Batman aussi. Batman, on leur a montré Conan, on savait qu'on allait signer Batman. Là, on a montré Batman, on savait qu'on allait signer Berserk. À chaque fois, l'accueil du matériel, tu ouvres la boîte, tu vois tout. Les gens s'y attendent pas du tout. Les gens des licences ne connaissent pas ce type de jeu. Donc Berserk, eux, ils avaient toujours été fermés à faire du jeu de société, du jeu. Voilà, c'est très. Ils protègent énormément la licence. Et là, ce qui les a convaincus, c'est Batman. Et j'espère que Berserk permettra de convaincre à son tour quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup d'attentes. Alors ça va être un jeu très, très adulte. Hein. Je pense que ce sera pas spécialement un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais j'y crois beaucoup. Le système est vraiment, vraiment top. C'est pas moi du tout. Hein. Je rassure les gens. C'est Mathieu Cassenin qui a travaillé... qui faisait partie de l'équipe initiale, je crois qu'il était déjà dès le début d'Unlock chez Space Cowboy. Après, il a choisi voulait être davantage auteur que développeur, donc il a développé des systèmes de son côté. Il est parti de chez Space Cowboy et on l'a récupéré sur Berserk parce que ce qu'il nous a montré, c'était vraiment, vraiment bien. Ce sera du coop, on n'avait jamais fait de coop. Avec du système mix, cartes, dés, activation. C'est, on va dire, un jeu en termes de matériel qu'on pourrait comparer à Conan, Mythic Battle. Vraiment un jeu dans la... Et un peu violent aussi. Là, on est dans un thème qui porte à ça. C'est violent, et puis c'est notamment violent, oui. D'accord. On a hâte de le découvrir. Et donc L5R également. Il y a L5R. Financement participatif. Dans cet univers. C'est pareil, on est sur du gros jeu, là aussi du coop. Je pense que là, ça va être, une très très bonne année. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qui se passe. On va découvrir tout ça, effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi. Fred, merci beaucoup. Chloé, merci Martin. Pour nous avoir plongé dans l'univers de Monolith. Il y aurait énormément de choses à dire à chaque fois, on survole. Je pense que c'est l'un des plus longs enregistrements qu'on fait, mais malgré tout... Non, merci vraiment, parce que on est ravis de pouvoir se plonger dans cet univers-là, et puis de partager un petit peu des réflexions qui t'ont guidé pendant toutes ces années, et qui continuent d'exister à travers ces différentes voies qui s'ouvrent. Les jeux qui arrivent également, on vous a parlé de Tower Up, il est là derrière, il arrive en boutique au moment où on diffuse cette vidéo. Vous allez pouvoir y jouer également, vous allez pouvoir peut-être pledger sur les futurs financements participatifs. On compte sur vos commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas à en poster également, on surveillera. Merci à vous deux. On arrive à la fin de cette vidéo, on vous donne rendez-vous. On en fera une plus longue la prochaine fois. Il faut que tu reviennes au chalet, clairement, on fera du jeu de rôle. Moi je reviendrai, c'est sûr, franchement c'est cool.
Moi, j'étais jamais Très venu. chouette. Toi non plus, Chloé, t'es jamais venu. Et Non. ouais, c'est cool, franchement. On va On est finir- bien reçus. On va finir Puis là-dessus. c'est bon. Il y aura du café. Et puis il y a du café. Allez, bonne journée à tous. À très bientôt pour de Merci. nouvelles vidéos Très sur la bonne chaîne. journée, Merci. merci.